Ces images sont exceptionnelles. En 1947, Mirin Dajo, un fakir hollandais, réalise un exploit impensable. Devant une assemblée de scientifiques, il se laisse transpercer par une épée sans éprouver la moindre douleur. Plus étonnant encore, aucune goutte de sang ne coule de son torse, comme si les plaies se refermaient instantanément. Mirin Dajo est à ce jour le seul à avoir réussi ce prodige, allant même jusqu'à se faire transpercer des organes vitaux. Comment pouvait-il défier les lois de la médecine si facilement? Pour lui, c'était une question de volonté. Une explication bien vague qui lui a permis de garder son secret jusqu'à la fin de ses jours. Ce cas est unique dans l'histoire. Pour les scientifiques, il reste inexplicable. Mais il nous pose une question. Jusqu'à quel point le mental peut-il contrôler le corps? Un homme possède peut-être une partie de la réponse. Le yogi Kudu. Depuis l'âge de 6 ans, cet homme pratique le yoga et cherche à repousser ses limites au maximum. Aujourd'hui, à 60 ans, il se dit capable de contrôler séparément chaque partie de son corps. Le mental, normalement, contrôle le corps à 90% ou 80%, parfois même 19%. Si le physique a mal quelque part, pour l'enlever cette douleur, le physique a besoin du mental. Je ne suis pas un Superman. Donc si j'ai pu arriver à le faire, celui qui le veut le peut. En effet, à force d'entraînement, une personne vraiment déterminée pourrait peut-être parvenir à contrôler certains de ses organes. Mais le yogi Kudu, lui, possède en plus un pouvoir qui a surpris plus d'un scientifique. Et il va le prouver. Rendez-vous à Paris, chez un cardiologue. Si nous sommes chez un médecin, c'est parce que dans quelques minutes, le yogi va tenter de maîtriser sa pression artérielle, c'est-à-dire la vitesse du sang dans ses artères. Il va le faire par la seule force de sa pensée, et cela sans modifier son rythme cardiaque. Or, tous les spécialistes vous le diront, c'est normalement impossible. Pour vérifier un seul moyen, le Doppler. Cet instrument est en fait un capteur qui permet d'entendre et de visualiser la pression du sang dans une artère. Au début, le rythme est tout à fait normal. Mais à mesure que le yogi se concentre, le signal sonore se fait de plus en plus faible. Et le phénomène incroyable se produit. Le signal disparaît totalement de l'écran, et ce pendant plus de 15 secondes. À cet instant, le sang ne passe plus dans l'artère que le yogi a choisi mentalement. On a vu sur l'enregistrement Doppler que la fréquence cardiaque restait constante. Ce n'est pas un problème de fréquence, c'est un problème de variation de flux dans ces vaisseaux, c'est-à-dire d'augmentation ou de diminution de la pression artérielle. Ça reste mystérieux. Le mental, le yogi Kudu contrôle effectivement parfaitement. Et heureusement qu'il ne l'a contrôlé que sur un segment d'artère, parce que quand la pression artérielle s'est effondrée, je le regardais visiblement savoir s'il allait perdre connaissance et si la pression artérielle du corps entier allait s'effondrer, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui corrobore probablement le fait qu'il contrôle un segment d'artère particulier. Mon souhait, ce serait un jour que tout et chacun puisse apprendre à faire cela et dilater leur artère quand c'est nécessaire. Dans l'angine de poitrine avec des artères normales, spastiques, qui brutalement vont se rétrécir, le patient va avoir mal dans la poitrine parce qu'il n'y aura plus de sang qui passera au niveau de ses artères. Au lieu de donner de la trinitrine sous la langue qui permet de les dilater, est-ce qu'avec plus tard des moyens simples, des efforts de concentration pour essayer de se dominer, essayer de dilater ses artères? Autrement dit, pourra-t-on un jour apprendre à guérir soi-même ses maladies par la force de la volonté? Un espoir pas si fou que ça, comme le prouvent les performances du yogi Kudu. Une autre histoire étonnante entretient l'espoir, celle de Maurice Daubard. À 20 ans, Maurice est atteint d'une tuberculose gravissime, mais il refuse de se laisser abattre. Contre toute attente, il finit par guérir. Et depuis, à force de volonté, il a réussi à développer une résistance physique hors du commun. Nous le retrouvons à l'Alpe d'Huez pour en faire la démonstration.
Il a en effet accepté de relever un défi, rester nu sous la neige pendant près d'1 heure. Et malgré les risques encourus, l'expérience ne semble pas l'inquiéter. Comme un état de dépassement, quoi. On est un peu habité d'irréel, si vous voulez. Ça fait ça, quoi. Nous sommes à 2800 mètres d'altitude. Par une température de -5 degrés, les risques sont nombreux. Engelure, hypothermie, crise cardiaque. Une fois que je suis sous la neige, c'est fini, quoi. La démarche est faite. Je sais que je vais sortir. Il n'y a plus que le combat de l'homme par rapport à lui-même. Il combat contre lui-même. Alors, vous commencez à chronométrer dès que je suis dedans. Voilà. 16h30, début de l'expérience. À la place de Maurice, une personne en pleine forme ne résisterait pas plus de 10 minutes et serait prise de malaise. Alors comment un homme de 72 ans peut-il supporter de telles conditions? Le secret de Maurice, c'est le Tumo, une discipline tibétaine qui enseigne justement la résistance au grand froid. La température de la neige est de -5 degrés. Maurice se concentre et ne flanche pas. Bien au contraire, il en profite pour admirer le paysage. C'est un décor très fort. C'est très fort, le lieu. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation avec la tête recouverte, les gens qui se sont retrouvés enneigés et qui ont trouvé la force de résister, mais c'est des situations exceptionnelles. Le premier risque, le risque vital, c'est le risque de fibrillation ventriculaire. Les fibres cardiaques se mettent à battre de façon anarchique, indépendamment les unes des autres, et le cœur devient inefficace. Et ça entraîne évidemment la mort à court terme s'il n'y a pas de défibrillateur, s'il n'y a pas une réanimation. Et il y a des risques de gelure, bien sûr. Une demi-heure après le début de l'enneigement, le froid commence à faire son effet. Maurice grelotte. On a l'impression que son corps est tétanisé. Finalement, au bout de 45 minutes, il nous demande d'interrompre l'expérience. Il faut l'aider à sortir de toute urgence. Maurice a atteint ses limites, mais il a gagné son pari, rester immobile pendant 3/4 d'heure dans des conditions de survie extrêmes. La force du mental et l'entraînement en sont-ils l'explication? Le médecin de l'Alpe d'Huez, qui observe régulièrement les dégâts du froid sur les victimes de la montagne, n'en croit pas ses yeux. Il m'impressionne. Pourquoi? Parce qu'il a le thorax est chaud. C'est surprenant, après avoir passé 45 minutes dans de la glace, en contact direct. Je ne sais pas comment je serai, mais pas comme ça. Maurice Debar est-il un surhomme? Ou bien cette capacité est-elle à la portée de tous? La question reste ouverte. La science tâtonne et ne peut pas tout expliquer, laissant planer le doute quant au pouvoir de l'esprit sur le corps. Maurice Debar, bonsoir. Bonsoir. Zikoudou, bonsoir. Merci tous les deux d'être avec nous ce soir. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous, Maurice Debar, par exemple, vous faites pour réussir à rester comme ça, on l'a vu, 45 minutes, un peu plus, dans un trou de neige? C'est la motivation qui fait tout. Les gens qui ont de l'expérience de la montagne, je les rencontre. Quelqu'un qui a perdu sa volonté, subjectivement, s'il commence à avoir froid aux pieds, il peut aller jusqu'à la mort, parce que ça va très vite après. Alors, on va essayer de comprendre. Antoine Bagadi, avant toute chose, d'abord les toutes premières images qu'on a vues dans le reportage, qui sont dans un autre registre encore, cette personne, Mirin Dajo, qui est mort aujourd'hui, qui se faisait transpercer de part en part. Oui. C'est pas comme les fakirs qui se font transpercer la langue ou le creux de la joue. Là, c'était une épée, ça paraît énorme. On sait que sur le corps humain, il y a des surfaces peu riches en fibres nerveuses, notamment les joues, certaines parties du derme, etc. Donc effectivement, on voit de façon classique dans des numéros de fakirisme où le fakir se fait transpercer la gorge, la joue, etc. Et c'est réel, c'est réel. Oui. Bon. Donc l'explication est là, certes. Par contre, ce transpercement, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, dans le reportage, il y a un terme qui ne m'a pas échappé, c'est-à-dire, il parlait de transpercement d'organes. Ça vous paraît limite. Bon, ça me paraît totalement aberrant. Sans hémorragie, ça me paraît totalement aberrant. Par contre, et si jamais il évite les organes vitaux qui retirent l'épée, on peut aussi peu saigner que ce qu'il saignait. Mais comment peut-il faire pour éviter quoi que ce soit?
Si, les organes, moi je déplace les organes, on peut déplacer les organes, mais pas dans le sens qu'il fait. Dans le sens qu'il fait, Il est debout, Oui. debout. Je veux C'est dire, un peu les difficile. organes sont réellement en place, sont figés, sont totalement immobiles. Puis l'épée se déplace doucement. On va revenir sur ce qu'on a vu avec Maurice Debar et le yogi Koudou. C'est possible ou c'est pas possible de faire alors, Maurice a parlé de l'acceptation, la volonté. Effectivement, c'est le facteur prépondérant pour pouvoir aller en avant et au-delà. Et puis il y a la mémoire, Donc, il y a donc un travail. entraînement, volonté, et dans ces cas-là, on peut pousser les limites du corps beaucoup plus loin. Absolument, mais je veux dire, 50 minutes, à la limite, ce n'est pas une performance en tant que telle, il ne faut pas la quantifier de cette Ce façon-là. n'est pas de battre des records. Exactement, ce n'est pas Exactement. battre C'est une des philosophie. records. Normalement, le corps abandonne les extrémités pour protéger le reste. ça. Alors Vous comment interrompt, c'est-il que là, mais- ça ne s'est pas passé? Que les extrémités ne sont jamais menacées Parce que c'était 50 minutes. Voilà, c'est pas fonction du Mais je temps. peux aussi vous répondre, Oui, oui, un peu oui, oui. par expérience, sans prétention, hein, qu'en fait, par tant de fois, ça dépend des individus, mais 30, 40, 50% du volume du sang se rassemble autour du plexus solaire. Alors il faut quand même sauver l'extérieur aussi, par volonté, et j'essaye, Non, bien sûr, mais tant là, bien que je peux, Antoine Bagadi, oui. Antoine Bagadi. d'envoyer le sang On l'a aux vu. extrémités, ce qui fait que j'ai pas les pieds, je sens rien Tout va à mes bien. pieds, j'ai pas de problème, Bon. ni de mes pieds, ni de mes mains. Antoine Bagadi, on l'a vu, bon, pour Maurice Debar, ça peut être de l'entraînement, une motivation, une volonté. Cela dit, ce qu'a réalisé le yogi Koudou, pour beaucoup, c'est physiologiquement impossible. C'est-à-dire à contrôler sa pression artérielle, du moins à un endroit du corps. Alors, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible? Là, je ne mets pas du tout en doute les qualités de mon ami Yogi Koudou. Effectivement, il n'y a pas de tricherie. C'est pas un truc que- de magicien. Non, parce que le magicien, lui, pour diminuer ses battements cardiaques, va mettre une balle spongieuse sous l'aisselle de façon connais ça, à exercer un D'accord. point de compression sur l'artère et Là, c'est pas le effectivement, cas. au fur et à mesure, voilà. Ce n'est Donc, pas ça le cas. voudrait dire que c'est vraiment contrôlé. Certains yogis, je me suis aperçu qu'en réalité, il y a un blocage de la respiration, enfin c'est l'explication que je tente de donner, bien sûr, de façon à se mettre dans une situation d'apnée. D'accord. Mais ce n'est pas du tout l'apnée. Au niveau respiratoire, il faut provoquer des longs mouvements d'inspiration pratiquement invisibles. Et au niveau mental, il faut fixer le mental sur la partie du corps où on veut travailler. Vous réfléchissez à l'endroit où vous voulez contrôler C'est ça. votre corps. Il faut se fixer sur une partie du corps, donc il faut bien connaître le corps, le visualiser. Ensuite, sur le mental, je vais prendre l'artère et cette artère va devenir pour moi un ruisseau ou une rivière, selon l'artère. Et après, il faut tout doucement fermer cette artère. Je sais que je peux le faire, je sais que je peux l'expliquer, mais comment cela est possible? Là où on pense que ce n'est pas possible. Mon souhait, c'est d'arriver à mieux le comprendre. Moi, je dirais que, bon, scientifiquement, ce que décrit là actuellement Koudou, c'est impossible. C'est impossible dans le sens où on ne peut pas, grâce uniquement à la puissance mentale de son cerveau, agir sur son artère, sur son arrêt cardiaque ou autre. Bon, on va conclure là. On a compris hein, les limites, ce qui est à peu près dans le domaine du réalisable. Ce qui vous trouble un peu plus, tous les deux, hein, c'est cette capacité à contrôler des choses qu'on estime incontrôlables. Là, je crois avoir trahi la pensée de personne. Merci en tous les cas, messieurs, d'avoir tenté cette expérience avec nous, puis de nous avoir un petit peu appris votre philosophie. On a tous eu, à un moment ou à un autre dans notre vie, l'impression de deviner les pensées de quelqu'un d'autre, voire même de se faire comprendre sans parler. Ces sensations peuvent-elles être pour autant considérées comme de la télépathie, de la transmission de pensée? Dans le reportage qui va suivre, vous allez découvrir des personnes qui vivent ce genre d'expérience régulièrement et qui essaient même d'améliorer leur capacité de communiquer par la pensée. Mais là encore, est-ce vraiment de la télépathie ou juste de l'intuition? Regardez le reportage de Sandrine Lucchini. Nous avons tous cru vivre un jour un phénomène de télépathie, comme par exemple prononcer au même moment les mêmes mots qu'une autre personne ou même deviner ses intentions. C'est le cas de Sybille qui, comme tout un chacun, vit parfois ce type de coïncidence. Bon, là, le téléphone sonne et c'est justement ces amis auxquels je pensais. Donc ça arrive une fois, ça peut arriver 2, 3 fois et régulièrement. Au fil du temps, je me dis qu'il n'y a peut-être pas tout à fait de hasard total. Bien sûr, Sybille ne prétend pas faire de la télépathie. Comme la plupart d'entre nous, elle ne fait que constater certains faits étranges. Pour d'autres, en revanche, la télépathie serait un don. C'est le cas de Liliane, infirmière près de Toulouse. Elle est persuadée de pouvoir communiquer par la pensée. Là, je viens de demander à 2 personnes de m'appeler au téléphone. Donc, je me concentre,
Je nomme la personne et je lui dis « appelle-moi ». Ensuite, d'après Liliane, une fois le message télépathique envoyé, il faut l'oublier, penser à autre chose. C'est ce qu'elle fait en s'adonnant à la peinture. Je m'amuse à voir le temps que ça prend pour que la personne m'appelle. Ce sont des petits exercices que je fais comme ça, tous les jours. Des exercices qui lui permettent aussi de se tester à chaque fois que le téléphone sonne. Avant de décrocher, j'essaie de savoir qui c'est, si ça va bien se passer. Ça, là, c'est pas quelqu'un que je connais. Allô? Oui? Comme elle le sentait, Liliane ne connaît pas la personne au bout du fil. Aujourd'hui, elle n'a donc pas réussi à contacter l'un de ses amis par télépathie pour lui suggérer de l'appeler. Si je demande à 10 personnes de m'appeler, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui m'appelleront dans la journée. Mais quand je rencontrerai les autres, elles me diront effectivement, j'ai pensé à toi, j'avais envie de t'appeler. Voilà. Qu'on y croit ou pas, pour Liliane, la transmission de pensée, c'est aussi simple que ça. Une capacité naturelle qui rend la vie plus pratique. D'autres comme elle sont convaincus de l'existence de la télépathie, mais vont beaucoup plus loin. Jocelyne Fanguin, par exemple, qui vit à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Elle affirme posséder des dons paranormaux et en a même fait sa profession. Depuis 10 ans, elle explore et enseigne la télépathie. Une fois par mois, elle retrouve ses élèves pour des exercices pratiques. Alors, dans cette première expérience de télépathie, nous avons 2 personnes qui sont placées l'une en face de l'autre. À ma droite, nous allons avoir l'émetteur, celui qui va envoyer le message, et à ma gauche, nous allons avoir la personne qui va réceptionner le message. Cette personne qui va réceptionner le message tient dans sa main un pendule. Et ce pendule, elle va devoir le faire tourner dans un sens précis, sans le connaître à l'avance. Celui qui joue le rôle de l'émetteur va donc tenter de lui demander par télépathie de le faire tourner ou de le faire osciller. Cet exercice est censé développer la capacité à communiquer par la pensée. Les états qui favorisent la télépathie sont les états de relaxation. Yoga, zen, écouter de la musique pour certains, tout du moins. Laisser disparaître ces tensions, se débarrasser de ces tensions de la journée. Et à ce moment-là, on peut rentrer en état de télépathie. Autre exercice. Parmi les objets posés sur la table, cet homme doit découvrir celui qui a été choisi en secret par les autres. Ceux-ci tentent de lui envoyer la réponse par la pensée. La réponse tombe au bout de seulement 3 minutes. Donc j'ai choisi pour ma part la pierre. C'est exact. C'est bien la métisse que nous avions choisie. Ça me permet de mieux rentrer en communication avec d'autres personnes, de partager les pensées, et d'être en harmonie avec ceux qui m'entourent. J'ai eu ma fille qui a eu un problème grave l'année dernière, et alors qu'il n'était pas prévu que j'aille chez elle, j'y suis allée à ce moment-là. Le but des cours de télépathie, c'est d'essayer de comprendre, de voir quelque chose de concret. Parce qu'on rentre autrement dans un domaine un petit peu paranormal qui dépasse ce que l'on comprend. Pour ces personnes, il s'agit bien de télépathie. Mais pour les scientifiques, ces témoignages ne sont certainement pas des preuves. Il y a des gens qui se persuadent qu'elles ont un don de télépathie. Le seul petit problème dans ce cas-là, c'est que ça n'a jamais été démontré scientifiquement. Je crois aussi que ces personnes-là ont un grand vide dans leur vie et qu'elles s'ennuient et que du coup elles pensent à des gens en espérant que ces gens vont les appeler, ou elles pensent à des gens en espérant que ces gens vont les écrire, et elles guettent les coups de téléphone et elles guettent les lettres qui arrivent et elles disent « voilà, je le savais bien qu'on me téléphonerait ». Martine Gerco est psychanalyste à Paris. Elle pense être en mesure de prouver l'existence de la télépathie grâce à une méthode étonnante. Tu vas maintenant commencer à amplifier ton souffle, à le rendre plus profond. Selon la psychanalyste, cette forme de respiration met le cerveau dans un état second, par excès d'oxygène. Et c'est cet état inhabituel qui permettrait d'avoir accès aux pensées des autres.
La télépathie, elle surgit aussi beaucoup plus facilement puisque on est plus limité par nos muscles, par notre corps. À ce moment-là, les perceptions s'ouvrent. Ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui accompagne est en antenne avec les besoins de son partenaire. Il sent et il sait là où va son partenaire. Quand je bouge beaucoup, c'est en fait l'énergie qui nettoie, enfin qui régule le corps, hein, ce qui fait que le corps est plus ouvert à tout ce qui est perception. Et l'intérêt, c'est que ça se poursuit dans la réalité, après. Moi, il m'arrivait très très souvent après de vivre, mais alors quasiment tout le temps avec des prémonitions, des pressentiments. Je sentais ce qu'il y allait avoir dans ma boîte aux lettres. Je pensais à quelque chose, ça arrivait. La télépathie, pour moi, c'est la chose la plus naturelle, la plus simple qui soit, quoi. C'est une évidence absolue. Lorsque deux personnes pratiquent ensemble une telle séance de respiration, chacune réalise ensuite un dessin sans consulter l'autre. Cela produirait parfois des résultats très similaires, comme ces dessins faits par deux anciennes patientes de Martine Gerco. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les deux ont écrit en anglais. Alors qu'il n'y en avait qu'une seule sur les deux qui était anglaise. L'autre était française. C'est l'histoire d'une jeune femme, qui est toute jeune, qui souhaite danser et sa mère le lui interdit. Donc elle est derrière des barreaux. Et voilà ce que fait sa partenaire. Et elle se voit ici, elle se dessine, allant vers le ciel, rejoindre les oiseaux et être libre. Et on retrouve la même thématique ici. La jeune fille qui souhaite partir et puis rejoindre les oiseaux. Alors la télépathie, phénomène réel ou fantasme? Martine Gerco est avant tout psychanalyste et ne fait que constater ce qui se passe dans ces séances. Mais pour nous, le mystère reste entier. Martine Gerco, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, je le rappelle, on l'a vu dans le reportage, vous êtes psychologue, psychothérapeute, et vous, pour vous, c'est certain. La télépathie existe. Vous, au quotidien, vous êtes témoin de phénomènes télépathiques vraiment régulièrement. Si je pouvais expliquer très brièvement la technique, parce que là, vous avez vu un morceau. Donc, l'expérience dure 4 heures. Je demande aux gens de respirer pendant 10-15 minutes sur un mode hyperventilé. Bon. Et ils sont accompagnés de façon inconditionnelle par quelqu'un qui, pendant 4 heures, va être à leur disposition pour passer un Kleenex, pour les aider s'ils ont envie d'aller aux toilettes. Ils sont... C'était le rôle que vous aviez, vous, dans le reportage. Voilà, c'est du nursing. À ce moment-là, il y a une ouverture sur soi-même, une ouverture sur le monde, et à ce moment-là, la magie peut surgir. D'accord, mais les gens sont plus réceptifs et arrivent donc à communiquer par la pensée, c'est ça le... Au bout de 4 heures, lorsque l'expérience se termine, j'invite les deux protagonistes à aller dessiner. Et je leur demande de ne pas se parler, il ne faut pas qu'ils se suggestionnent par rapport au dessin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que s'ils sont alignés, à ce moment-là, il y a une communication d'inconscient à inconscient. Donc là, les deux dessins, c'était la personne qui a été hyperventilée et son sitter, hein, donc la personne qui était à côté d'elle. Voilà, ça c'est le dessin du sitter, et ça c'est le dessin de celui qui vivait l'expérience. D'accord. Antoine Bagadi, alors justement, vous, la science, voilà, à quel avis sur ça, sur cette communication à distance? Bon, déjà, il s'agit de personnes qui, en général, se connaissent. Vous, psychothérapeute, votre patiente ou vos patients. Ce sont des gens également qui sont intéressés, qui se passionnent, je dirais, quelque part, pour la même chose, la télépathie. Donc effectivement, je veux dire, il y a vraiment une concentration d'idées, je dis bien d'idées, et non pas de pensées. Moi, je pense effectivement que des phénomènes télépathiques vont surgir entre deux personnes lorsqu'il y a une affectivité entre deux personnes. Mais je crois qu'elle est facilitée, effectivement, lorsqu'il y a une affectivité qui circule entre deux personnes. Donc, pour une raison émotionnelle. Donc, il y a une porosité des inconscients. Et ça vous paraît pas étrange que lorsqu'on ne se connaît pas et ça ne marche pas, du coup, ça tendrait à prouver que la télépathie n'existe pas, non ? Vous savez, je crois que par rapport à ces phénomènes, il faut rester très humble. Et que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que ça n'existe pas. Regardez, il y a par exemple, sous Louis XIV, on aurait parlé de l'informatique. Martine Gerco, pour vous, donc, pour que la télépathie marche, il faut que les gens se connaissent.
C'est ça. Je ne vais pas vous dire il faut que, je dirais que c'est plus facile lorsque deux personnes se connaissent et lorsqu'il y a une énergie qui circule entre eux, ça se passe. Mais et pour vous, Antoine Bagadi, le fait qu'ils se connaissent, c'est normal qu'ils pensent ensemble. C'est pas nécessairement normal. Non, pas forcément normal qu'ils pensent de la même manière ou qu'ils communiquent, etc. Mais simplement, c'est une façon biaisée. C'est une façon biaisée de définir la télépathie. La télépathie n'a pour l'instant jamais été prouvée scientifiquement avec les méthodes scientifiques. Bon, je pense que déjà, il faudrait repartir sur la définition elle-même de la télépathie, c'est-à-dire, qu'est-ce que la télépathie ? Le sentiment, je dis bien le sentiment, de communiquer à distance par la pensée. On parle d'un sentiment. Donc c'est quelque chose qui n'est réellement pas quantifiable. La preuve, les dessins au travers seulement, et moi c'est ce que je retiens de ces dessins, le cercle. C'est vraiment la seule figure qui ressemble l'une à l'autre. Est-ce que vous serez capable de lire, puisque vous connaissez un peu tout ça, etc., est-ce que vous serez capable de lire, sans me connaître ou sans connaître les gens qui sont sur le plateau, leurs pensées ? Est-ce que ça peut se faire ou est-ce que vous ne l'avez jamais vu ? Je pense qu'il y a de très grands intuitifs et de très grands sensitifs qui peuvent vous voir, c'est-à-dire en vous regardant, vont voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais pour pouvoir voir, encore faut-il demander l'autorisation à l'autre. Est-ce que je peux ? Sinon, c'est une intrusion psychique. Antoine Bagadi, pour vous, la science, elle a vraiment essayé, on le sait, depuis des années, de mettre ça en évidence. On n'a jamais obtenu suffisamment de bons résultats pour considérer que ça existe. Alors, je réponds clairement à votre question. De façon quantifiable, non. On n'a jamais réussi à mettre en évidence la validité de la télépathie. Alors, Pascal de Clermont est sur ce plateau. Alors, Pascal de Clermont, les habitués de Normal Paranormal le connaissent. Il est venu une fois déjà. Alors, il est mentaliste, c'est un magicien du cerveau. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir sur ce plateau parce que, par des techniques, lui, il est capable de nous donner l'impression qu'il lit dans notre pensée. Alors, montrez-nous une expérience qui pourrait donner l'impression que c'est une expérience de télépathie. Bon, on va tenter de donner l'impression avec Antoine, puisque Antoine représente l'autorité de la science. Moi, j'aimerais bien tenter l'expérience. Martine, vous voulez tenter l'expérience ? Je sais. Donc, vous voulez faire l'expérience comment ? J'aimerais choisir quelque chose. Voilà, alors ce que vous allez faire, il faut d'abord que vous connaissiez un peu les symboles. Oui. Donc, en disant le positionnement, ça va être plus délicat. Donc, je vais me mettre peut-être là, à côté de vous. Vous avez des cartes, on est d'accord ? Plein de symboles. Oui ? Oui. Bon. Ce qui n'est pas difficile, ça va être de faire le vide, vraiment. Pour faire ce vide, je vais vous demander de m'arrêter quand vous voulez, à n'importe quel moment. Stop. Prenez votre symbole, surtout ne me le montrez pas. Gardez-le bien collé contre vous. Il faut que ce soit le seul symbole que vous voyez. Est-ce que je le regarde ? Oui, vous le regardez. Vous le regardez, ne me dites surtout rien. Ne me dites surtout rien. Essayez d'imaginer ce symbole. Oh, si je ferme les yeux, c'est très étonnant. Je vous vois aussi à nouveau petite fille. Vous aviez des longs cheveux. Et vous étiez, je sais pas, il y a une notion de douceur. Je vous voyais comme, je sais pas, dans votre lit. Et je sais pas, c'est un objet qui était proche de vous, proche de votre main. Si je ferme les yeux, je sens quelque chose de très doux. Visualisez bien l'objet. Je sens quelque chose de très doux. Je sens quelque chose avec... comme si vous le preniez dans vos bras, comme si c'était un être vivant. C'est intéressant, ça. Vous voulez me montrer ce que vous aviez choisi ? D'accord. Bon. Alors ça, je dois dire, et ça c'est très... quand même intéressant. Alors, encore une fois, parce que dans je ma le rappelle, il n'est pas télépathe, il a juste... Comment on le comprend ? Alors, je peux vous donner une petite explication, une petite base d'explication. On utilise énormément tout ce qui est perception, je dirais, parce que mon travail, en l'occurrence, c'est d'apprendre à capter les réactions du corps, capter toutes les micro-réactions qui me permettent de savoir si je suis dans le bon chemin ou si je ne suis pas dans le bon chemin. On l'a compris, c'est-à-dire que vous essayez de mettre en évidence certaines communications comme ça, sans la parole. Alors, parfois ça marche. La science n'a jamais encore réussi à la mettre en évidence de manière systématique. Pascal de Clermont, on se retrouve un peu plus tard dans l'émission parce que vous avez encore quelques tours comme ça à nous montrer. Merci à tous. Depuis la création de l'émission, il y a 1 an, nous essayons régulièrement de comprendre un peu mieux le phénomène paranormal qui est sans doute le plus connu, la voyance. Vous êtes des millions à y croire et à consulter des voyants chaque année, mais bien sûr, des millions d'autres personnes pensent que tout cela n'est pas très sérieux. Au mieux, ils concèdent aux voyants des talents de psychologues qui devinent habilement les problèmes de leurs clients. Alors si les voyants sont des bons psys, les psys sont forcément des bons voyants. C'est en partant de ce principe que nous avons tenté l'expérience que vous allez voir maintenant. Nous avons demandé à 3 cobayes d'aller consulter 2 voyants. Le premier, André Gillet, que vous voyez à l'image, est un vrai voyant qui exerce régulièrement en région parisienne. Le second voyant,
Anne Albertini est en fait psychiatre. Pour les besoins de l'expérience, elle se fait passer pour une vraie voyante. Nos cobayes vont-ils faire la différence entre le voyant et la psy? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Nous avons demandé à ces 3 jeunes gens de participer à notre expérience sur la voyance. Florence, 26 ans, est artiste designer. Claude, 27 ans, est graphiste. Et Aurélia, 29 ans, est hôtesse d'accueil. Avec eux, nous allons tenter de savoir si la voyance est affaire de paranormal ou plutôt de psychologie. Pour commencer, ils ont chacun une vision très personnelle de la voyance. J'ai jamais été consultée de voyant. Et justement, comme j'y crois, ça me fait d'autant plus peur. Moi, j'y crois modérément, en fait. Je suis curieux, simplement. J'ai une maman qui est un petit peu voyante et guérisseuse, donc j'y crois. Nous sommes chez André Gillet. Ce voyant a accepté de recevoir Florence, Claude et Aurélia pour tester ses talents. Des talents qu'il met souvent au service de la gendarmerie en cherchant des personnes disparues. Un travail qui aurait déjà porté ses fruits. Pour l'expérience, il va se concentrer sur le passé et le présent de nos témoins. Et nous pourrons ainsi vérifier l'exactitude de ses propos. Nous emmenons nos 3 témoins à la rencontre du voyant. Et dans la voiture qui nous conduit chez lui, la tension monte. Si jamais il est compétent, on aura rendez-vous avec nous-mêmes. Donc il y a une petite appréhension quand même. Premier contact. Le voyant en profite-t-il pour observer leurs gestes et leur façon de parler? Après tout, ce sont là des éléments qui pourraient l'aider lors de la consultation. L'expérience doit donc commencer immédiatement sans qu'il leur soit possible de faire plus ample connaissance. Aurélia est la première à se lancer. N'inquiétez pas, hein, si vous sentez ou du chaud, ou du froid, ou des fourmis, ou des picotements, chaque personne. Ou si vous ressentez rien du tout. Hein. Premier thème abordé, la santé. Bon, là, j'ai déjà une mauvaise circulation du sang dans les jambes. Après quelques tâtonnements, André se met à retranscrire sur une feuille les informations qu'il dit recevoir. Vous avez eu mal à la tête, vous? Mm-hmm. Ça sonne bien. Bon, alors c'est quoi? D'accord. Une tension oculaire. Oui, ça c'est vrai. Première réussite. Mais Aurélia n'est pas complètement satisfaite. Elle attend qu'il lui parle d'un autre problème de santé. Vous voulez que je vous trouve une maladie? Non. Ah, je vais bien vous trouver une maladie, mais je ne vais pas vous inventer. Non, j'ai juste quelque chose qui me tracasse en ce moment au niveau de ma santé, mais que vous n'avez pas vu. Vous me persécutez, là. Allez-y. Je vous teste. Bah, j'ai le droit. Je suis en train de passer au scanner. Bon, un point blanc sur le côté droit, mais c'est pas méchant. Où ça? Au bas du ventre. Mais c'est... On dirait un pois chiche, pas un pois chiche, mais c'est tout petit. Comme un petit polype, un petit truc comme ça qui est accroché le long d'une paroi. Effectivement, c'est un fibrome sur l'ovaire droit. Voilà, comme si ça se mesure 1 cm. Voilà, c'est une petite tumeur. C'est un petit truc. Alors c'est vraiment... Rien, arrêtez de vous mettre des peurs. Oui, parce que moi, quand j'entends tumeur, même bénigne, j'ai un peu peur. Continuez, allez ausculter, et puis faites ce qu'il faut et vous verrez. Changement de sujet. André a tout à coup un flash à propos de l'ami d'Aurélia. Mais regardez bien, cette fois, il se trompe, et pourtant il insiste et parvient quand même à se montrer convaincant. Il aime le pull rouge? Le pull rouge? Je sais pas, j'ai un pull rouge. Est-ce qu'il met un pull rouge très souvent, quelque chose de rouge? Il met une chemise, oui, de temps en temps, rouge. Le matin au réveil, un truc carreau. Mais rouge, genre il y a bûcheron, un peu de rouge. Oui, rouge. Voilà. C'est bien lui, c'est bien pour spécifier que je suis bien sur lui. Oui, c'est bien. On notera au passage que l'ami d'Aurélia n'a pas de pull rouge, mais plutôt une chemise à carreaux vaguement rouge. De plus, il ne la met que de temps en temps, beaucoup d'approximations qu'Aurélia ne relève pas. Votre ami voyage beaucoup, lui? Il prend souvent l'avion? Parce que c'est lui que je viens de voir monter dans un avion, mais c'est pas vous. Dommage. Excusez-moi, mais... Il est steward, oui. Ici, le voyant a surtout posé des questions. Et c'est Aurélia elle-même qui a révélé le métier de son ami. Malgré tout, Aurélia s'avoua vraiment bluffée. Oui, c'est impressionnant quand même. D'avoir des flashs comme ça, des images, je le vois monter dans un avion alors qu'il est steward, c'est quand même... C'est balèze quand même, hein. C'est maintenant au tour de Claude. Et dès le début, André découvre son univers professionnel. Des livres. Des tableaux.
Mais pas des tableaux comme ça, des tableaux. Contrairement à Aurélia, Claude ne met pas le voyant sur la voie. Il se contente d'observer et de dire le strict minimum. Vous peint, vous faites quoi? Je fais des livres. Je fais des maquettes de livres. Ah, d'accord, on est dans le même truc, ok. Papier, L'attitude neutre de notre témoin finit par déstabiliser le voyant. Il commence à enchaîner les erreurs. Qu'est-ce que vous avez eu, une jambe? Pas de la jambe? Devant? Un accident, un choc, Je sais pas, non, en fait, pour l'instant, rien de révélé. C'est elle ou vous qui êtes au 3e étage? Ah, on est tous les deux au 6e. Je vois quelqu'un qui monte un escalier comme s'il s'essoufflait. Ah, qu'est-ce que vous êtes au 6e, il n'y avait pas d'ascenseur? Si, un ascenseur. C'est ça, bon, c'est pas ça. Alors. Je suis pas bluffé, pour être honnête, voilà. Alors que je me disais peut-être que je serais bluffé au final, mais bon, il y a des choses, il y a des choses qu'il a vues et c'est assez fort quand même. Enfin, Florent s'installe pour la dernière consultation. André perçoit très vite plusieurs problèmes d'ordre physique. Bon, il y a une oreille qui est un petit peu faible. Oui, ça fait longtemps. Ça, c'est pas... J'ai des petites séquelles. Vous avez une... Ouais, pardon, excusez-moi. Ah oui, je sens tous vos mots, là. Vous avez une dent à soigner qui est très, très importante. C'est au fond, là. Il faut le faire le plus rapidement possible. Enfin, faites comme vous voulez. Florence a en effet de gros problèmes d'audition à une oreille. De plus, elle doit se faire poser une couronne sur une molaire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Est-ce que vous avez un rapport de près ou de loin avec l'Afrique ou les îles? Oui, je viens de Martinique. Pour André, tout se déroule parfaitement. Mais voilà, tout d'un coup, c'est le trou noir. Il ne voit plus rien du tout. J'arrive pas. J'essaye de passer plus loin, j'arrive pas. J'arrive pas à passer plus. J'arrive pas, il y a une... Comme si elle était dans une bulle, comme si elle était dans un... Je sais pas vous inventer ce que j'ai pas. Apparemment, il y avait un mur et il n'a pas vraiment eu accès à grand-chose. Voilà, avant de poursuivre notre expérience, je vais vous présenter nos invités sur le plateau. Aurélia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes l'une de nos cobayes, on va dire ça comme ça. Vous avez accepté de jouer le jeu pour nous avec 2 autres personnes. André Gillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le voyant. Alors, vous avez accepté et on vous en remercie, parce que c'est toujours à grand risque Je vous en remercie de tenter l'expérience. Alors, vous avez, on l'a vu, réussi des choses troublantes et puis fait aussi quelques erreurs. On en parlera d'ici quelques minutes. On va en parler. Merci. Et puis Anne Albertini, bonsoir, vous êtes psychiatre et vous avez accepté de jouer la voyante, un petit peu, on s'en excuse à l'avance de tromper un petit peu, mais on a très vite vendu la mèche, nos 3 cobayes. Alors on va regarder les consultations de notre psychiatre juste après la pub. A tout de suite. Les magnétiseurs sont-ils capables de soigner nos maladies? 2 d'entre eux ont accepté de relever le défi, guérir de vrais patients dans un hôpital de la région parisienne. La superstition, simple habitude pour certains, véritable obsession pour d'autres. Peut-on réellement se protéger du malheur ou attirer la chance grâce à ces étranges rituels? Notre personnalité et notre avenir sont-ils inscrits dans notre date de naissance? Les numérologues l'affirment, mais les nombres ont-ils ces pouvoirs occultes qu'on leur prête? Comment expliquer ces cas extrêmes de malchance? Hasard ou malédiction? Voilà, retour sur le plateau de Normal Paranormal. Juste avant la publicité, vous avez vu la consultation d'André Gillet qui a tenté de deviner la vie de nos 3 volontaires. Il a fait quelques erreurs, mais a également trouvé des éléments que l'on peut considérer comme troublants. Cette fois, nos cobayes vont aller voir Anne Albertini, elle est psychiatre, mais eux pensent qu'ils vont voir une vraie voyante. Regardez ce que ça a donné. Anne Albertini est psychiatre à Paris. Pour nous, elle va jouer le rôle de la voyante auprès des 3 volontaires. Afin de ne pas éveiller les soupçons, nous allons réaliser l'expérience ailleurs que dans son cabinet. Une péniche nous servira de décor. La première arrivée, c'est Aurélia. Bien entendu, elle ne sait pas que la personne qu'elle va rencontrer est en fait une fausse voyante. Le docteur Albertini entre dans la peau de son personnage. Fermez les yeux et vous allez profondément penser à quelque chose.
Concentrez-vous. 10 minutes après le début de la consultation, Aurélia veut en savoir plus sur l'un de ses proches. La psychiatre en arrive très vite à comprendre qu'il y a un problème avec cette personne. Vous le voyez comment? Marié, pas marié? Je le vois assez seul dans des relations très compliquées. Très, très compliquées. Je vois aussi comme un problème peut-être de drogue, alcool ou autre. Peut-être. Oui. Oui. D'accord. C'est un premier succès. Mais grâce à son expérience, la psychiatre réussit aussi bien que le voyant. Preuve que les témoins livrent, malgré eux, un certain nombre d'informations, et ce même s'ils se montrent parfois un peu méfiants. Qu'est-ce que vous souhaitez? Là, je peux vous répondre à une question, si vous voulez. Et vous n'arrivez pas à le voir, ça? Je peux le voir, vos projets personnels, mais je préfère que vous... Oui, mais là, si je vous mets sur la voie, oui, c'est peut-être un peu plus simple. Oui, non, mais je vois une grande force personnelle, d'accord, une réussite personnelle. Mais pour l'instant, je vois que c'est un secteur dans lequel vous n'êtes pas. C'est tout ce que je peux voir pour l'instant. Vous me dites si... Si, c'est ça. C'est ça. En effet, Aurélia est actuellement hôtesse d'accueil, mais elle veut passer le concours d'hôtesse de l'air. Le docteur Albertini récupère donc habilement le contrôle de la situation. Est-ce que ça nécessite des tests, des examens? Ça nécessite, oui. 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 Et une langue étrangère? Une langue étrangère, oui. Oui. D'accord. Et là, le test? Ça va aller. Ça va tout à fait aller. Vous n'avez pas confiance en vous, malgré les apparences. Oui. Hein? Vous pouvez réussir cet examen et vous allez le réussir. J'ai l'impression de me retrouver en face d'un psychanalyste très, très intelligent, très perspicace, plutôt qu'elle est un petit peu voyante, mais un petit peu. Voilà. Est-ce que ça vous étonnerait si C'est un peu dur ce que je dis, mais bon, que... je suis un petit peu déçue. Je trouvais que le premier voyant était beaucoup plus... lui, c'est vraiment un vrai voyant. Est-ce que ça vous étonnerait si je vous disais que finalement, c'est pas une voyante, mais c'est une psychiatre? Non, ça m'étonnerait pas du tout. C'est le cas. C'est génial. Oui, ça m'étonne pas du tout. C'est ensuite au tour de Claude. Mais cette fois, la consultation a beaucoup plus de mal à démarrer. Comme avec le voyant, Claude est impassible. Il ne réagit pas à ce que dit la psychiatre. Preuve encore une fois que rien n'est possible si le témoin ne se dévoile pas lui-même. Il y a 3 hommes autour de vous. Oui. Je vois 3 hommes, essentiellement. Parmi ces 3 hommes, il y a peut-être quelqu'un de votre famille. Je vois aussi la justice qui est parmi eux, je ne sais pas. Ça me vient comme ça. Ça vous parle? J'ai le sentiment que vous brouillez les cartes. Ah bon? Oui. Non, pas du tout. Non, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en retrait. Oui. Non, je me concentre, je sens bien Oui. votre main. Je sens bien qu'il se passe... Comme s'il y avait une amnésie, quelque part. J'ai ce sentiment, mais je me trompe peut-être. Je pense que vous vous trompez en fait, parce que honnêtement, ce dont on parle, ça ne me renvoie à rien. Mais... Déjà un peu réfractaire, Claude n'est décidément pas convaincu. Comme avec le voyant André Gillet, il garde un avis très rationnel sur la voyance. Son principe, il n'est pas bête parce qu'elle prend des choses et on doit rebondir dessus et dire tiens, oui, finalement, c'est vrai, j'ai eu des périodes qui n'étaient pas terribles. Je me suis dit, finalement, c'est ça, en fait, les voyants, ils te font parler et vu que tu parles, après, tu es content et tu te dis, ouais, il a vu des choses, mais c'est toi qui les as dites. Donc, je me suis dit, ouais, tiens, elle est maligne, celle-là. Est-ce que ça vous étonnerait si je vous disais que c'était pas une voyante, mais une psychiatre qui a joué le rôle de la voyante? Non, ça serait ça, vraiment, ça se peut, ouais. C'est ça? Non, mais... Pendant que Claude se remet de sa surprise, Florence entre en scène. Le docteur Albertini sent immédiatement qu'elle a affaire à quelqu'un de fragile et elle parvient même à mettre le doigt sur des détails sensibles. Oui, j'ai l'impression d'être enfermée en ce moment, de ne pas réussir à évoluer. Oui. Et effectivement, mon appartement est très sombre. Voilà. J'ai senti une peur, enfin quelque chose d'angoissé. Oui, une angoisse, une panique, jamais. Oui, une angoisse alors. J'ai dit une petite peur, donc c'est certainement une angoisse, oui. Mais là, vous êtes artiste? 3 semaines, oui. Je fais de la création de lampes et d'objets. D'accord. Surtout des lampes. Oui.
Je pense que ça va bouger. Mais je pense que ça ne peut venir que de vous et que ça ne viendra pas du tout de quelqu'un d'extérieur. Ah oui, tout à fait. Voilà. Contrairement au premier, on a pu un peu voir mon avenir. Hein, et ça s'est bien passé. Est-ce que vous pensez qu'elle a fait preuve de psychologie un petit peu pendant cette consultation? Oui, elle est très psychologue. Elle essaye de cerner la personne. Il n'est certes pas facile de se faire passer pour un voyant. Et pourtant, le docteur Albertini vient de démontrer qu'elle pouvait, comme un voyant, découvrir des informations cachées. Alors, les voyants sont-ils dotés de pouvoirs paranormaux ou font-ils seulement preuve de psychologie ? Aurélia, merci encore d'avoir tenté cette expérience avec nous. Alors, vous l'avez dit dans le reportage, vous avez plutôt été plus impressionné par un vrai voyant plutôt qu'Anne Albertini. Qu'est-ce qui a fait la différence ? André a vu quand même mon petit souci de santé. Ça aurait pu être n'importe quoi, ça pourrait être de l'asthme ou je sais pas. Il a quand même vu bas-ventre, côté droit, ce que c'était exactement. Alors qu'une psychologue, je pense, ne peut pas voir ce genre de choses. Est-ce que vous avez l'impression, comme on dit dans le reportage, de donner quand même quelques éléments à chaque fois, plus ou moins volontairement ? Non, je pense pas. Enfin, j'ai donné des détails à la psy parce qu'elle me posait des questions. Donc j'étais un peu obligée de lui répondre, c'est tout. Mais devant André, comme il ne me posait pas de questions particulières, j'étais devant lui et c'est moi qui posais les questions. André Gillet, on va essayer d'avancer un peu plus loin. Vous avez effectivement obtenu des résultats souvent troublants, en tous les cas, qui nous ont étonnés. Et du coup, on a regardé les bandes. Par exemple, l'une des choses que vous avez trouvées, vous avez eu l'impression qu'il a deviné le métier de votre ami, par exemple. Alors, on va regarder exactement comment ça s'est passé, puis on discute juste après. Regardez. Votre ami voyage beaucoup, lui. Il prend souvent l'avion. Parce que c'est lui que je viens de voir monter dans un avion, mais c'est pas vous. Dommage. Excusez-moi, mais... Il est steward, oui. Là, c'est Aurélia qui dit qu'il est steward, et vous parlez juste de l'avion. J'ai vu quelqu'un monter dans un avion, c'est difficile entre dire et voir et ressentir. Mais Aurélia, vous avez vu, c'est vous qui avez dit il est steward. Il l'a quand même vu dans un avion. Il aurait très bien pu le voir. Alors, il a justement suggéré une réponse. Pourquoi ? Parce que votre ami voyage beaucoup, donc a fortiori, par déduction, s'il voyage beaucoup, il prend l'avion. Cela va de soi. On peut prendre la voiture, on peut prendre la voiture ou voyager en voyage beaucoup. Non, mais voyage beaucoup, on sait très bien que les voyages suggèrent de prendre l'avion, c'est évident. Reconnaissez une chose, c'est que quand une personne va consulter un voyant... Je dirais pas si je reconnais. Quand une personne va consulter un voyant, c'est que quelque part, psychologiquement, il est affaibli. Pourquoi ? Or, je pense, s'il vous plaît, mais laissez-moi finir. Or, je pense que le rôle du voyant, c'est quoi ? C'est un rôle, certes, de psychologue, alors qu'il n'a pas le bagage pour, mais également, je dirais, de confesseur, quelque part. J'ai des hommes politiques qui viennent. Bien sûr. Moi, je vais vous dire une chose, mais très honnête. Vous, dans la voyance, vous faites un amalgame confus, mais bien entretenu, de prédictions, prévisions, paris, etc. Et à chaque fois, sans le savoir, certainement, vous tombez dans des lois de probabilité, effectivement, où vous avez une chance sur 3, une chance sur 2, enfin, un système complètement aléatoire de vous tromper. Ça m'arrive de me tromper, bien sûr. Mais ça, je n'en parle jamais dit. C'est pas parce que vous êtes médecin que vous avez la science infuse. Mais je ne suis pas médecin. André Gillet, comment vous expliquez, par exemple, que alors Aurélia, ça a plutôt bien marché. En revanche, sur d'autres, ça a un peu moins bien marché. On a l'impression que lorsqu'on vous parle moins ou lorsqu'on communique moins, ça marche. C'est une impression ou c'est... Là, pourquoi ça marche moins bien avec d'autres ? On a commencé... il y a des gens sur lesquels je ne vois rien. Je ne vais pas induire la personne en erreur. C'est pas mon but. Mon but, c'est d'essayer d'aider la personne qui vient me demander quelque chose. Et après, si je vois un problème de santé grave, ou ça m'arrive d'envoyer chez des psys, peu importe le thérapeute, la principale, c'est que la personne soit soulagée ou guérie par les conseils qu'on peut donner. D'accord. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez l'impression, en voyant comme ça la consultation d'André Gillet, qu'il utilise un petit peu des techniques que vous pouvez utiliser, que c'est un petit peu une approche psychologique de son client ? Je suis désolée pour M. Gillet, mais c'est une psychologie extrêmement élémentaire. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il n'a aucune formation. Et là, puisque vous parlez de psychologie, je voudrais quand même faire la différence entre la psychologie du voyant, dont il se sert, qui est une psychologie immédiate, une morphopsychologie, il saisit les gens, il saisit la faiblesse des gens, et
Et il avance. Là, il a... Attendez, je termine. Et il a de l'intuition, etc. Et il y va. Et puis, les gens se livrent à leur insu. Je voudrais quand même me différencier. Je ne suis pas la psy, Madame Michu, qui écoute machin, qui a un peu d'intuition, etc. C'est une vraie formation. Voilà, on a une formation extrêmement importante de psychologie, de médecine, on écoute le corps, de psychiatrie, on écoute les maladies graves. Et là, on peut prétendre au mieux être à l'écoute du patient et l'emmener dans une thérapeutique. Vous croyez qu'il faut... Antoine Bagadi, c'est ça. On va conclure. En tous les cas, mesdames, messieurs, merci d'avoir tenté ces expériences avec nous et d'avoir participé à ce petit débat. Merci. Chaque année, des dizaines de milliers de Français consultent des guérisseurs, et plus exactement des magnétiseurs, puisque c'est leur appellation légale. Bien sûr, la médecine traditionnelle est plus que réservée sur cette activité et la condamne même généralement sans équivoque. Mais pour une fois, un médecin a bien voulu tenter l'expérience et avec lui, nous avons mis 2 magnétiseurs à l'épreuve. Nous avons pour cela demandé le concours de 8 patients qui souffrent tous de maladies bien réelles. Les magnétiseurs avaient une mission, soigner le mal à leur manière. Regardez ce que cela a donné, un reportage de Eudes Séméria. On les appelle des magnétiseurs. Quand leurs mains se posent sur des malades, ceux-ci guérissent mystérieusement. C'est du moins ce qu'on raconte. Mais ont-ils réellement un pouvoir aussi fantastique ? Sont-ils capables de ce qui constituerait pour la science un véritable miracle ? Pour le savoir, Bernard Briens et Didier Franck, 2 magnétiseurs, ont accepté de relever notre défi, mettre à l'épreuve ce qu'ils appellent des dons de guérisseurs. Devant nos caméras, ils vont tenter d'améliorer l'état de santé de 8 malades. Des malades dont on connaît parfaitement le dossier médical. C'est le docteur Thierry Gavardin qui surveillera l'expérience. Il est chef du service de rééducation du centre hospitalier de Poissy, à 30 km de Paris. De la télévision. C'est-à-dire que ce sont des patients qui ont de véritables pathologies, qui sont parfaitement étiquetées, que l'on connaît bien. D'accord. On va tenter l'expérience. On est venu là quand on verra les malades, qu'on va pouvoir commencer à poser les mains dessus, qu'on saura si ça fait partie des choses possibles. Il est 10h. Daniel, la première patiente, vient d'arriver. C'est Bernard Briens qui va s'en occuper dans cette salle où se pratique habituellement une rééducation plus classique. Cette patiente souffre depuis environ 2 semaines de douleurs du cou, de douleurs cervicales importantes en rapport avec une arthrose. D'accord. Voilà, nous allons voir ça. Pour Bernard, pas la moindre hésitation. D'instinct, il semble savoir quoi faire. Magnétiseur et rebouteux depuis plus de 20 ans, il n'a plus qu'à laisser parler l'expérience. C'est une fausse calme, hein? Exact. Voilà, c'est là, ça fait. Oui, exact. Voilà, nous sommes d'accord? Oui. Voilà, vous faites juste cette petite bascule. Les manipulations sont précises et elles ont sans doute leur importance dans l'amélioration de certaines maladies. Ça va aller, voilà. Le docteur Gavardin veille bien sûr à ce qu'elle ne présente aucun danger. Mais pour Bernard, avec ou sans manipulation, aucun doute. Une force invisible et bienfaisante passe de ses mains au corps de la patiente. Gentiment, hein? Voilà, je contrôle. Voilà, vous voyez, normalement... Au bout d'une vingtaine de minutes, surprise, Daniel se sent vraiment soulagé. Bon, là, tout de suite, effectivement, je sens que mon cou, il est nettement mieux. Mais ça fait plaisir, parce qu'on se sent moins engoncé, vous voyez. Je pense que certaines personnes ont des dons et qu'il faut, s'il y a moyen de les exploiter, pourquoi pas, tant que c'est sous surveillance médicale. 8 jours plus tard, l'arthrose est toujours là. Pourtant, Daniel n'en revient pas. Ses douleurs ont disparu. Succès total pour le magnétiseur et sa patiente. Bernard s'occupe maintenant de son 2e patient, Dominique. Une hernie discale avec sciatique le fait souffrir et l'empêche de marcher normalement. L'affaire est donc sérieuse. Mais Bernard veut démontrer qu'il peut, comme il dit, pomper la douleur avec les mains. Vous avez mal là? Là, voilà. Voilà, c'est là. Hein? Encore un tout petit peu. Voilà, ce sont des points très précis. Il faut la sentir bouger sur le doigt. Voilà. Voilà ce que je fais là, c'est du magnétisme. Je vais voir si ça déclenchait de l'inflammation ou si je ressens encore si on peut appeler ça des vibrations, donc il y a encore un petit pincement quelque part. Et pliez votre jambe un petit peu. Voilà. Elle tire devant la cuisse ici. Voilà. Celle-là n'est pas tout à fait... Tout à l'heure, vous nous avez dit, je prends la vertèbre pour la remettre en place parce qu'elle est déplacée. Alors,
Ça, c'est quelque chose, je ne peux pas vous suivre là, parce que d'abord la vertèbre, elle n'était pas déplacée, mais vous ne remettez pas la vertèbre en place. Ça, c'est les chirurgiens qui remettent les vertèbres en place quand elles sont cassées, et c'est loin d'être facile, même chez un sujet anesthésié. Si les mots ne sont pas toujours justes et scientifiques, pour les magnétiseurs, c'est surtout le résultat qui compte. Et cette fois, le résultat semble être au rendez-vous. Vous sentez quelque chose? Il est parti? Voilà. Apparemment, bilan satisfaisant pour Dominique. Mais très vite, c'est la déception. Les douleurs reviennent. Pour lui, l'expérience n'aura donné qu'un soulagement passager. À présent, c'est à Didier Franck de tester ses dons. Il va tenter de soulager Françoise, qui se plaint d'une sciatique très douloureuse. Didier affirme résoudre facilement ce genre de problème. Comment? Essentiellement en posant sa main sur le bas du dos et en laissant agir son magnétisme. Il n'y a donc plus qu'à attendre une quinzaine de minutes. Oui, donc là, vous me faites réveiller la douleur. Là, hein. Marie, elle, a fait une mauvaise chute il y a quelques mois. L'os de son coude s'est déboîté et a été remis en place. Mais depuis, impossible de déplier le bras. Vous voyez, cette dame est très réceptive, elle est positive, donc pour moi c'est un bon sujet. Dès le départ, Bernard est confiant. Mais très vite, il sent que quelque chose ne va pas. Est-ce que ça va mieux? Ça va être difficile, là, parce que c'est quand même, je dirais, du domaine plus médical, là, puisqu'il y a quand même un déboîtement. Et donc il y aura beaucoup de rééducation à faire, c'est clair. On ne va pas allonger un bras comme ça, ou alors on va recasser tout, alors c'est pas la peine. Bon, en fait, on est en face de deux personnes qui ont des pratiques très différentes. On a un qui est vraiment un magnétiseur, c'est-à-dire que, comme on disait dans le temps, il impose les mains, alors que l'autre fait un peu de magnétisme, mais utilise aussi des techniques de, je dirais, de rééducation qu'on utilise nous-mêmes, et aussi des techniques presque ostéopathiques. J'ai plus mal c'est vrai, dans le bas du dos, j'ai l'impression d'être de mieux. Dans le pied, j'ai pu appuyer mon pied, mais j'ai toujours ce point quand même dans la fesse là. Un bien-être relatif auquel les jours suivants n'apporteront rien de plus. Voilà. Vous allez lui dire vraiment si vous percevez quelque chose, je ne fais que passer au-dessus. Hein. Parce que comme vous êtes en haut, voilà. Comme une onde. Voilà. Et on va très lentement. Tu sais, c'est très bien. Ça, ce sont des passes magnétiques, on l'appelle. Voilà, c'est bien. Je sens que le bras est plus lourd qu'à l'accoutumée. Un bras plus lourd, une sensation de chaleur. Marie se prend à espérer. Pourtant, les efforts de Bernard n'y feront rien. Le bras ne gagnera pas un seul centimètre d'amplitude. Échec total. En tout, 8 patients sont passés dans les mains de Bernard et Didier au cours de cette expérience. Ensuite, le docteur Gavardin les a examinés un par un grâce à ses appareils médicaux. Mais à ce jour, il n'a encore constaté aucun changement physique. Pourtant, la plupart des patients ont ressenti sur le moment une amélioration très nette de leur bien-être, supérieure même, dans certains cas, à celle ressentie après une rééducation normale. Alors, s'agit-il d'une impression ? Les magnétiseurs ont-ils un pouvoir de guérison ou plutôt de suggestion ? Danielle Cini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, ce reportage a été tourné il y a quelques jours. Au moment du tournage, donc, voilà, votre cou avait l'air d'aller beaucoup mieux. C'est encore vrai maintenant, aujourd'hui ? Oui, c'est encore vrai maintenant, oui. Il y a une mobilité que je n'avais pas auparavant et puis je n'ai pas eu des douleurs dans la tête. Donc une vraie amélioration par rapport à ce que vous aviez avant. Oui, pour moi, oui, voilà. Docteur Gavardin, alors merci d'avoir surveillé médicalement cette expérience, même si pour vous, j'imagine, médecin, le travail des magnétiseurs, c'est très très loin de votre culture et de votre savoir-faire. Oui, mais en fait, bon, au début, ce qu'on m'avait demandé, c'était essentiellement de demander à des patients porteurs de pathologies connues, comme je le dis dans le reportage, de participer à l'expérience. Et je devais aussi contrôler que les techniques mises en place n'étaient pas nocives.
Enfin, en aucun cas, ma présence ne cautionne les dites techniques. On a bien compris. Hein. Vous, en tous les cas, vous avez remarqué que sur les radios de Daniel, l'arthrose est toujours là. Oui, d'ailleurs, sa maladie est toujours présente. Voilà. En fait, Daniel n'est pas guéri aujourd'hui. Daniel a perdu un symptôme, c'est-à-dire une manifestation de sa maladie, qui était la douleur. Mais son arthrose, elle est, hélas, toujours là. Je suis désolé de vous décevoir, non, mais pas du tout, elle est toujours là. Tout ce qu'on a vu d'ailleurs dans toutes les pathologies qu'on a montrées aujourd'hui, c'est toujours des pathologies qui ont des crises aiguës avec, entre-temps, des périodes d'accalmie plus ou moins brèves ou plus ou moins longues. Donc ça arrive lorsqu'on souffre d'arthrose que la douleur aille et vienne. Absolument. Bon. Bernard Brien, comment vous expliquez que ça ait marché, par exemple, sur Daniel, plutôt bien? En tous les cas, sa douleur, encore une fois, la maladie n'a pas disparu, mais sa douleur a disparu. Ça a marché et un peu moins bien et parfois pas du tout sur d'autres. Non, mais c'est pas le coup de baguette magique qu'on vient apporter, là. C'est quand même des trucs qu'il faudrait faire en 2-3 séances. C'est ce qu'on fait en général en cabinet chez nous. Qu'est-ce que vous ressentez réellement dans vos mains? Mais ça me vibre. On peut appeler ça des vibrations ou de l'énergie qui passe. Il y a un fluide, il y a quelque chose, je ne peux pas l'expliquer. C'est le ressenti et ça vibre sous les doigts. Et vous n'aviez pas consulté son dossier médical avant? J'ai jamais entendu madame que le jour-là. Non. J'en suis ravi qu'elle ait un soulagement tout de suite, c'est tout. Mais moi, je voudrais juste une petite expérimentation. C'est rien du tout, vous allez voir, ça dure 30 secondes. Fermez les yeux. Oui. Fermez les yeux. Vas-y. J'aime pas trop. Vas-y. Vous sentez quelque chose? Oui. Quoi? Je sais pas, une sorte de chaleur. Voilà, bravo. Bon, voilà, c'est ce que fait Magnétiseur. Non, j'applique, moi. Bon, peu importe, mais enfin, vous avez bien compris. Oui. Non, je veux dire, ce que vous d'accord. ressentez, les ondes, etc., Oui. je veux dire, c'est la chaleur dégagée par votre circulation sanguine poitraline. Donc pour vous, les magnétiseurs arrivent à convaincre et à rassurer les gens, et c'est pour ça que ça... Bien sûr, mais je veux dire, il y a, à partir du moment, d'abord, on essaye de se resituer dans le contexte, et docteur, vous serez bien d'accord avec moi qu'il s'agit de pathologies mécaniques. Absolument. Bon. Et non pas des pathologies internes. Quel est le guérisseur, dites-moi, qui va aller guérir un cancer? Ceci dit, madame n'est toujours pas guérie. Monsieur lui a probablement par suggestion, on parlait de suggestion. Mais elle se sent mieux. Par suggestion, elle se sent certes, objectivement bien mieux. sûr, mais lui a, je dirais, non, peut-être inhibé ponctuellement ses douleurs, mais ne l'a pas guéri. D'accord. Docteur, pour conclure, hein, l'analyse, parce que vous avez vu, hein, des magnétiseurs à l'œuvre, pour le coup, oui. votre analyse de ce travail. Là, on se trouve dans le cas de gens qui traitent des maladies qu'ils ne connaissent pas, avec des méthodes qu'ils ne maîtrisent pas, et qui n'ont jamais été validées. Je ne peux pas être d'accord avec ça. D'accord. Merci de nous avoir un petit peu éclairés, d'avoir tenté les expériences, en tous les cas avec nous ce soir. Merci à tous. Vous connaissez sans doute cette phrase « Je ne suis pas superstitieux, cela porte malheur ». Et c'est vrai, beaucoup d'entre nous ont du mal à passer sous une échelle, à croiser un chat noir ou même tout simplement à avoir du pain retourné sur une table. Tout cela serait presque banal, mais les hommes et les femmes que vous allez voir maintenant sont en revanche extrêmement superstitieux. Cela guide leur vie pour le meilleur et parfois même pour le pire. Les superstitions, un reportage de Sophie de Malglaive. Toucher du bois, croiser les doigts, personne n'échappe totalement à la superstition. Surtout quand les enjeux sont énormes, comme dans le spectacle ou le sport. Là, la superstition tourne parfois à l'obsession. Mais peut-on vraiment se protéger du malheur ou attirer la chance grâce aux rituels superstitieux? Certains en sont convaincus. Bruno Derrien est arbitre international de football. Ce soir, il arbitre un match au Parc des Princes. Les gestes superstitieux font partie de sa préparation. Je crois à certains signes, comme par exemple faire mon nœud de cravate ici avant chaque match. Je ne manque pas une occasion toujours de le faire ici. Dans ma vie de tous les jours, je crois à certains signes, comme celui par exemple de jamais passer sous une échelle. Lorsque je vais m'entraîner tous les midis au bois de Boulogne, et lorsque je vous croise une pie, j'essaye d'en trouver une deuxième, parce qu'on dit toujours une pie tant pis, deux pies tant mieux. Alors il y a un rite auquel j'y tiens. Lorsque j'arrive sur une pelouse avant le match, parce qu'une des missions de l'arbitre avant la rencontre, c'est de vérifier l'état de la pelouse et des installations. Je pars toujours vers la droite et je fais le tour à l'extérieur des poteaux de corner. Je passe donc derrière chaque poteau de corner. C'est encore une fois une habitude que j'ai pu prendre et que j'ai pas envie d'y déroger parce qu'en faisant ça, j'ai l'impression que je vais susciter la chance et que les choses se passeront bien. Et il y a une fois où j'avais voulu changer une habitude. Au lieu de partir par la droite pour faire le tour de terrain, j'étais parti par la gauche. Et donc, malheureusement, ce match n'est pas très bien passé.
Et ça avait eu beaucoup de polémiques d'arbitrage et j'avais donc décidé de revenir à mes premières habitudes. Et pour le tirage au sort, hors de question d'utiliser la première pièce venue. Il utilise la même pièce de 20 centimes depuis 20 ans. Cette pièce, je l'ai toujours avec moi, donc je fais toujours le toast d'avant-match avec cette pièce et je la garde tout au long de la rencontre. Certains de mes collègues, donc, ils ont fait le toast, ils la donnent au 4e arbitre. Mais moi, je la garde avec moi, c'est un peu mon porte-bonheur. Elle est toujours dans le short et elle est toujours avec moi dans les meilleurs moments et dans les plus mauvais. Se protéger grâce aux rites superstitieux, beaucoup pensent comme Bruno que c'est possible. Mais ce n'est peut-être en fait qu'une façon de se rassurer. Peur de l'inconnu, désir d'attirer la chance, la superstition, qu'on le veuille ou non, fait partie de notre vie quotidienne, parfois même à notre insu. La preuve, ces témoignages recueillis à proximité d'une échelle. Vous êtes passé à côté de l'échelle, pourquoi? Je suis superstitieuse. Voilà, donc tout simplement pour ça. Donc ça porte malheur de passer en dessous. Bah, je ne me pose pas la question. Quand je vois une échelle, je passe devant, puis je passe pas dessous. J'aime pas passer en dessous. On peut recevoir un peu de peinture, par exemple. Les chats noirs la nuit, ça me plaît pas trop. Donc voilà, le truc un peu bateau. Hein. Mais l'échelle, c'est la plus grosse. Mais pourquoi je passerais pas sous les échelles? C'est des bêtises, hein, des superstitions. Je pense que peut-être ça vient du fait qu'il y a des objets qui sont tombés sur la tête des chambres. En réalité, l'origine de cette croyance remonterait au Moyen-Âge. C'est ce que nous apprend Marie-Charlotte Delmas, romancière et spécialiste des superstitions. Et en fait, il semblerait que cette superstition soit liée à la peur que l'on avait des pendus, qui étaient accompagnés d'un cortège de malédictions, de maléfices. Et ces pauvres pendus, avant de les faire monter à la corde qui allait mettre fin à leur jour, sur une échelle, le bourreau les faisait passer sous cette échelle, alors que le bourreau, lui, contournait cette échelle. Et nos habitudes superstitieuses se cacheraient même derrière des gestes anodins. On dit par exemple aux enfants qu'il ne faut pas montrer du doigt, hein, parce que c'est mal poli. Alors, pourquoi ce serait mal poli de montrer du doigt? A priori, personne ne se pose la question. Mais simplement, le fait de montrer du doigt est un geste de sorcellerie extrêmement puissant. Et les sorciers avaient des gestes avec le doigt, en particulier celui-là, qui est un sort terrible. Et donc, on ne montre pas du doigt. Montrer un cimetière du doigt, c'est déjà creuser sa tombe. Montrer la lune du doigt pouvait rendre aveugle. Montrer une personne du doigt, la charger de quelque chose. Donc voilà pourquoi il ne faut pas montrer du doigt. Pour certains, la superstition peut aller très loin et même changer le cours d'une vie. Nous sommes à l'hôpital psychiatrique d'Armentières. Un hôpital pas comme les autres, car ici on tient compte de la superstition si elle peut aider un malade à guérir. Pierre, par exemple, souffre de crises d'angoisse. En plus de son traitement, il a réclamé la protection d'un objet occulte, un gris-gris. Ça va bien Comme j'étais déçu par les médecins que j'ai consultés, je viens voir des médecins dits parallèles, mais qui, à mes yeux, peuvent m'aider. Nous nous rencontrons pour la 4e fois et nous avons décidé cette fois-ci, suite à votre sollicitation, de fabriquer ensemble ce gris-gris. Sur un bout de tissu qu'il a dû frotter sur son corps, Pierre dépose une mèche de ses cheveux, des bouts de ses ongles, un peu de terre qu'il a rapporté de chez lui. Mais il faut encore y ajouter des ingrédients naturels et surtout symboliques. Je prends de la terre. La terre, c'est la mère nourricière. Et je découpe de l'herbe qui symbolise la vie. Pour finir, le patient formule dans sa tête les souhaits qu'il veut voir exaucés. À partir de cet instant, il est convaincu que l'objet le protégera. Mais pour Gabriel Makuza, il s'agit bien de psychothérapie. Quand on vient me voir, on ne vient pas voir un marabout, on vient voir un psychologue clinicien. Les gens viennent me voir parce qu'ils sont en souffrance. Le rituel de la gris-gris-thérapie constitue simplement un complément aux soins primordiaux que le sujet est en train de suivre. L'idée des gris-gris ne vient pas du psychologue, mais d'un couple d'anciens patients particulièrement superstitieux. Ce couple, nous l'avons retrouvé quelque part dans les Flandres. Une région où la pratique et le respect de la superstition sont peut-être un peu plus vifs qu'ailleurs. Il y a quelques années, Hervé et Elisabeth ont failli se séparer. C'est alors qu'ils ont eu l'idée du gris-gris. Ils y ont cru, et d'après eux, c'est grâce à lui que tout s'est arrangé. Après que M. Makuza nous ait donné ce gris-gris, nous nous sommes tenus par la main. M. Makuza nous a laissé nous
de le gris-gris, nous tenant par la main. Et on s'est regardé et au même moment, sans s'être concerté, on s'est dit le même mot, pardon. Pour eux, pas de doute, c'est bien le gris-gris qui aujourd'hui encore protège leur couple. On n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais on arrive à communiquer et c'est peut-être aussi ce gris-gris qui nous influence. Le gris-gris en lui-même a le pouvoir qu'on lui accorde. Donc ce gris-gris devient un objet puissant parce qu'il est couvert par la force du sujet qui y croit. Si le gris-gris protège leur couple, pour le reste, Hervé et Elisabeth collectionnent ce qui se fait de mieux en matière de porte-bonheur. Ils en ont pour presque toutes les circonstances de la vie, jusque dans la voiture, elle aussi remplie d'objets bénis et de médailles de saints. Si avec tout ça, on n'est pas protégé, je me demande ce qu'il faut rajouter. La confiance d'Hervé est absolue. À cela, une raison. Ces porte-bonheur lui auraient, d'après lui, sauvé la vie lors d'un grave accident de voiture. J'ai donc eu un accident en mai 1999. J'ai donc heurté un talus de face et j'ai fait un soleil par l'avant. Et je m'en suis sorti avec 3 cervicales en miettes, une dorsale tassée, 2 lombaires abîmés. Et si je suis encore vivant, je crois que je ne le dois qu'au gris-gris, au talisman que je porte autour du cou. Normalement, il devait sortir qu'un cadavre de cette épave. Bruno Derrien, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez montré dans le reportage vos petites manies avant les matchs, le petit cérémonial. Alors, c'est des habitudes et ça devient des superstitions parce que vous leur accordez une petite importance. Alors, ça a commencé comment? Ça a commencé à mes débuts dans l'arbitrage il y a 20 ans. Un arbitre doit avoir un sifflet, doit avoir une pièce. Et j'avais donc ces instruments-là avec moi et je les ai gardés. Et comme ça se passait pas mal, ma carrière progressait vite, mais je n'avais jamais voulu m'en séparer de ces instruments. Et j'avais l'impression qu'ils me suscitaient la chance, qu'ils me portaient bonheur, donc je les ai gardés. Vous êtes dans le football, vous en parlez facilement, sans doute parce que beaucoup d'autres, des joueurs et des arbitres, ont ce genre de petites manies. Je ne suis pas le seul à avoir des petits gris, des manies. Il y a des grands joueurs comme Zidane, par exemple, qui dans un vestiaire occupe toujours la même place, notamment au Stade de France. Et lorsqu'il met ses chaussures, il commence toujours par mettre la chaussure gauche. Comme quoi, on est plusieurs à croire à certaines manies, à certaines habitudes. Luis Fernandez, par exemple, déverse dans chaque but, avant le match, au moment de l'échauffement, un produit pour susciter la chance pour son équipe, pour que son équipe marque des buts. À tel point qu'il n'y a pas très longtemps, lors d'un fameux Lyon-PSG où il y a de grosses polémiques, Bernard Lacombe, le directeur sportif de l'Olympique lyonnais, avait fait mettre des contreplaqués dans les buts pour éviter que Luis Fernandez puisse déposer ainsi son petit liquide pour son équipe. Donc ça va très très loin dans le milieu du football. Marie-Charlotte Delmas, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, je le rappelle, écrivain et puis historienne aussi. Vous connaissez bien en tous les cas ce domaine des superstitions. Comment vous expliquez que ça dure comme ça depuis très longtemps, les mêmes notamment, et puis qu'il y a tant de gens qui s'y rattachent? C'est-à-dire que les superstitions qui viennent d'être exprimées là sont des superstitions individuelles. C'est un moyen de se rassurer devant l'inconnu. La superstition en général, c'est un moyen de se rassurer devant l'inconnu, devant notre grand inconnu qui est notre mort, et donc devant les petits inconnus qui accompagnent le cortège de cette mort, la maladie, toutes ces peurs. Et donc là, un match, c'est un inconnu, c'est une peur, il y a une tension terrible. Et c'est normal, je trouve que... On cherche des repères et des choses qui rassurent. Et vous-même, vous êtes superstitieuse? Eh bien, pas tant que ça. Vous en avez quand même? Oui, mais je ne passerai pas les basiques, comme tout le monde. Je ne passerai pas sous une échelle, mais j'aime les chats noirs, par exemple. Bon. Antoine Bagadir, j'imagine qu'un scientifique comme vous, alors ce genre de choses, ça va vous paraître totalement ahurissant, ou vous le comprenez? Largement rigolo, je dirais. D'abord, oui, juste une question, madame. C'est un gris-gris que vous portez? Oh non, c'est un cadeau, un joli cadeau. Voilà, donc, non, je pense que c'est plus rigolo qu'autre chose. Certes, c'est également un phénomène de société, comme vous le disiez. Bon. Justement, est-ce que vous, qui êtes effectivement rationnel, c'est pour ça que vous êtes ici ce soir, mais est-ce que vous arrivez à être totalement étanche à ce genre de choses? Est-ce que vous, dans la même journée, même dans les mêmes minutes, vous arrivez à passer sous une échelle, voir un chat noir, etc., sans aucune... Je n'y attache absolument aucune importance, personnellement. Bon, passer sous une échelle, effectivement, comme le disait
disait une dame dans un reportage, j'ai fortement peur de prendre un pot de peinture ou une tuile sur la tête. Mais vous touchez jamais de bois, rien du tout. Non, vous arrivez complètement à... Mais par contre, ça m'arrive de croiser les doigts parce que j'en ai besoin. Donc ça fait... J'en ai besoin pour l'appréhension de certaines choses. D'accord. C'est-à-dire la saisie de certaines choses. Voilà, ça s'arrête à ça. Comment vous expliquez que finalement, même les gens qui sont plutôt rationnels se font malgré tout avoir, soit effectivement à croiser les doigts, soit à toucher du bois. On a des stades plus ou moins avancés. Oui, parce Bruno que Derrien, c'est 2-3 petites manies. C'est vraiment dans notre éducation. Je veux dire, ça fait partie de notre quotidien parce que, bon, c'est un rituel, si on peut appeler ça un rituel de société. Ça a une composante ethno-religieuse à la base de notre éducation. C'est-à-dire, pour conclure, Marie-Charlotte Delmas, est-ce que finalement on arrive à sortir une sorte de statistique et que malgré tout, il y a eu des problèmes? Statistique des superstitions? Oui, est-ce que finalement... Je pense pas. Non, je pense pas qu'il y ait de statistiques. Ou une tradition? Non, mais ça remonte très loin puisqu'elles sont liées au paganisme, les superstitions. Mais il n'y a pas eu de société sans superstition. Et je pense qu'il n'y aura jamais de société sans superstition. Et moi, je dis quelque part tant mieux, parce que c'est aussi des petits enchantements comme ça qu'on se crée dans la vie. Si c'est un moyen de se rassurer, pourquoi pas? Ça fait de mal à personne. Ce qui fait mal, ce sont les fanatismes. Là, dans la mesure où c'est comme ça, fait à petite dose et que ce sont des situations personnelles, moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Merci à tous les deux de nous avoir fait part de vos expériences. Vous avez peut-être remarqué que dans les magazines, notamment féminins, il y a désormais, à côté des pages astrologie, une rubrique consacrée à la numérologie. Certains pensent en effet que les chiffres peuvent définir notre personnalité et plus encore, prédire notre avenir. Bien sûr, la communauté scientifique est des plus perplexes sur ce sujet, mais à l'évidence, certaines personnes règlent leur vie quotidienne en fonction de quelques chiffres. Faut-il croire au pouvoir des nombres? Un reportage de Benoît Bertrand-Cady. Difficile de les contourner. Ils sont absolument partout. Si la plupart d'entre nous ne font que les utiliser, d'autres prétendent que les chiffres auraient le pouvoir de nous renseigner sur le passé, le présent et même l'avenir. On appelle cela la numérologie. Nous sommes à Drouet, près de Vendôme. Philippe de Louvigny est numérologue. Pour le tester, nous lui avons soumis le cas de Sandrine, une des journalistes de notre équipe. Il a accepté de lui donner une consultation car il veut démontrer que la numérologie, ça marche et que c'est même plus efficace que la voyance. Un vrai défi. On n'apprend pas la numérologie comme la dactylographie ou comme la comptabilité. Il y a un jeu, il y a une sensibilité qui émane de tout ça. Et c'est dans la comparaison de tous ces nombres qu'on arrive à définir un profil. La numérologie est une science humaine. Et qu'est-ce qu'une définition de la science? C'est tout ce qui est vérifiable et répétitif. Nous avons donc demandé à Philippe de Louvigny de réaliser le thème numérologique de Sandrine. Apparemment, la méthode est simple. D'après le numérologue, chaque lettre d'un nom et d'un prénom correspond à un chiffre. Et il suffirait d'additionner ces chiffres pour connaître la personnalité de quelqu'un et même son avenir. Si on brosse votre portrait, le 3, c'est Sandrine. Voilà. Et puis, il y a le c'est le 7. Le 3 est extraverti, le 7 est introverti. Le 3 est sociable, le 7, il vit dans sa tanière, dans son antre, dans son trou. Donc, nous avons deux personnages, un extérieur, un intérieur. On additionne les deux, on obtient le 1. Alors voilà, là, on commence vraiment à parler de vous. C'est quelqu'un qui, par ces indications qui sont ici, donne quand même, alors ça je suis sûr de ce que je dis, quelqu'un qui est autonome, quelqu'un qui est capable de prendre des directions, quelqu'un qui est capable de lancer, quelqu'un de sociable et de communicatif, quelqu'un qui peut convaincre très facilement, mais qui derrière ces capacités, qui sont des capacités sociales je dirais, cache aussi une générosité, une sensibilité, un côté humanitaire, assez grand, sinon trop grand à certains moments. Les responsabilités, est-ce que vous aimez ça? Non. Personne n'aime ça et tout le monde assume des responsabilités. Attendez. Simplement, si elle croit dans ce qu'elle fait, alors là, d'accord. Mais si elle n'y croit pas, elle fiche le camp. En bref, rien de très précis. Notre journaliste ne semble pas convaincu non plus par ces généralités. Bon, il y a des choses, des grands traits de caractère qui peuvent ressortir, mais en même temps, toute personne peut se reconnaître dans ce qui a été dit. Ça n'a pas été une révélation, voilà. Vous vous connaissez peut-être bien aussi.
Malgré la pirouette, l'explication, là encore, n'est pas très convaincante. Certains n'hésitent cependant pas à aller encore plus loin. Nous sommes à Paris. Martin, c'est ainsi que nous appellerons cet homme qui tient à garder l'anonymat, ne prend aucune décision sans consulter les chiffres, n'importe quel chiffre, ceux qu'il croise au hasard et qui le renseignent d'après lui sur son avenir. Si je me dis, est-ce que c'est intéressant de faire cette émission aujourd'hui, je vais me poser la question et à ce moment-là, je vais essayer de sentir si vibratoirement je suis bien dans mon univers, dans mon destin, dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, la première voiture correspondra à ce que je suis moi. Donc là, on va regarder quelle est la plaque du véhicule qui passe. Et à partir de là, on s'aperçoit que 75, 43, 72, 43, c'est intéressant puisque j'habite un 43. Donc comme c'est 43, à partir de là, je me dis, je suis dans un signe plutôt favorable. Martin n'est pas le seul à croire au pouvoir occulte des chiffres. Et chacun d'entre nous y prête plus ou moins attention. Le 13, par exemple, peut porter bonheur ou être au contraire de mauvais augure. D'ailleurs, aucune compagnie aérienne n'a de rang numéro 13 dans ses avions. Mais dans ce domaine, Martin, lui, va beaucoup, beaucoup plus loin. Je suis plutôt de culture scientifique, donc j'ai beaucoup regardé les chiffres et je me suis aperçu à force de travailler et de constater les chiffres qu'il y avait finalement des analogies entre ces chiffres et la vie d'un individu. Donc je pense que ce sont des règles qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Par exemple, j'ai récemment changé de métier et le rendez-vous était un 17, donc j'avais plutôt un miroir favorable et à partir de là, effectivement, ça s'est bien passé. Si j'avais eu un rendez-vous à une adresse 79, je me serais dit, tiens, peut-être que ce rendez-vous ne va pas marcher, faut-il y aller? Pourquoi le 17 ? Tout simplement parce que Martin l'a choisi comme chiffre porte-bonheur. On est loin de la rigueur mathématique. Ce qu'il faut, c'est sortir de ses propres habitudes intellectuelles, où on va dire le 2, 2 ça signifie 2 stylos, j'ai 2 stylos dans ma main. Non, le 2 signifie autre chose. Nous avons demandé à un mathématicien de nous donner son point de vue. Pour Didier Nordon, cette mystique des chiffres relève davantage de l'imaginaire que de la science. L'homme a, semble-t-il, horreur du hasard. Enfin, il a tendance à surinterpréter au lieu de se dire bon, ce truc-là, ça s'est passé par hasard, ça n'a aucun sens, ni absence de sens, c'est comme ça, quoi. Alors on peut dire que 12 signifie l'amour, on peut dire que 12 signifie le bonheur, on peut faire une religion dans laquelle 12 sera l'amour, et puis je vais en faire une, moi, parce que j'ai esprit de contradiction, dans laquelle 12 signifiera le malheur, et puis ensuite on fera la guerre entre nos deux religions, et puis celui qui gagnera aura eu raison. On peut se lancer dans des spéculations sans fin, mais qui n'intéressent généralement guère que leurs auteurs, enfin... Oui, mais voilà, certains prêtent aux chiffres un pouvoir encore plus grand. Sur Rennes, en banlieue parisienne. Cet homme s'appelle Pascal Vieillard. Dans la vie, Pascal est électricien, mais son temps libre, il le consacre presque entièrement à l'étude de la Bible, et surtout à un passage précis, l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il est écrit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ce texte un peu obscur parle de l'Antéchrist, un monstre maléfique qui, selon la Bible, doit apparaître à la fin du monde et tout détruire. Ce monstre, en fait, c'est le diable. Et sa signature serait le nombre 666. Pascal a donc inventé un système pour traquer cette créature. Il appelle cela de la gématrie. Pratiquer la gématrie, cela consiste à utiliser des tables numériques, donc à pratiquer des calculs mathématiques, bien sûr. Et donc, nous utilisons pour cela la table de 9, de A égale 9 jusqu'à Z égale 234. Donc de 9 en 9. Son principe est donc simple. A égale 9, B égale 18 et ainsi de suite. On peut donc traduire les lettres d'un mot en chiffres et les additionner. Et lorsque Pascal trouve 666, il en conclut que le mot est maléfique. Ce logiciel permet justement de calculer le 666 avec la table de 9. Alors là, nous voyons que si j'inscris Lucifer dans la table, on obtient Lucifer égale 666. Je calcule, pareil, guerre égale 666.
Pour Pascal, aucun doute, cette correspondance entre les lettres et les nombres prouve par A plus B que les chiffres sont un langage. Seulement problème, selon ce mode de calcul, le mot Jésus donne aussi 666. Il y aurait là comme un paradoxe. Les chiffres sont-ils une sorte de langage secret qu'il suffirait de décoder pour prédire l'avenir ou dévoiler une personnalité? Certains veulent y croire. Peut-être parce que les chiffres, pour beaucoup, restent décidément indéchiffrables. Emeline Taylor, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes numérologue. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, je vais le montrer tout de suite, Oui. La numérologie, pour un petit peu vous apprendre à maîtriser ce domaine. Alors, pourquoi, selon vous, les chiffres auraient une influence sur notre personnalité et notre avenir? Si vous voulez, on dit que dans toutes les grandes religions, traditions, dans la Kabbale, chez les Hébreux, chez les Grecs, en Égypte, on trouve tous les symboles des nombres, et même dans les grandes religions, on dit que l'Éternel a dit dans la Genèse « J'ai tout créé avec poids, mesure et nombre ». Donc on peut essayer de quantifier et apprendre la construction de l'univers avec les nombres. L'élément principal, c'est la date de naissance, et ensuite, il y a quantité d'autres éléments qui permettent d'affiner C'est l'état l'analyse. civil. Si vous voulez, on part de la date de naissance et de l'état civil. Et à partir de là, on va par exemple additionner la date de naissance. Il y a un exemple très facile à faire. Pour connaître l'année la plus importante d'une vie, on additionne le jour, le mois, l'année de naissance à la verticale, et on va trouver une année qui va correspondre à l'année la plus importante de la destinée. Ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être un changement de pays. Antoine Bagadi, de toute façon, il faut pratiquer. Votre réaction par rapport à cette numérologie qui se répand encore une fois maintenant dans les magazines, on la voit, enfin, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais moi, je vais vous dire honnêtement, bon, je vais prendre un exemple justement de vos collègues numérologues. Et, le drame du 11 septembre, bon, vous faites 11,09, vous faites l'addition, ça donne 11. Afghanistan, c'est 11 lettres. C'est-à-dire, non mais là, je vais dans votre sens, d'accord? Et là, des exemples comme ça, je peux vous en citer encore. Vous avez des notes. Oui, non, j'ai pris des notes parce que bon, le 11 septembre, c'est le 254e jour de l'année. Vous faites 2 plus 5 plus 4 égale 11. Mais c'est dramatique. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'il y a eu une prédestinée de ce jour, enfin, à la limite, si on ne présente les résultats que comme ça. Vous avez votre manière d'analyser. Voilà. Allez-y. Or, World Trade Center, c'est 16 lettres. Washington, c'est 10 lettres. Et je veux dire, on peut en prendre comme ça des exemples. USA, c'est 3 lettres. États-Unis, 9 lettres. Donc ça n'a absolument aucune valeur, je dirais. Alors, donc vous ne croyez pas à cette association. On a vu aussi dans le reportage des gens qui, réellement, au-delà de la numérologie, essayent d'associer comme ça, à chaque fois, à chaque élément de leur vie, des nombres par rapport à des numéros de chance ou le numéro de leur rue, etc. Quelle analyse vous faites sur ça ? Non, bon, je veux dire, ce sont des situations, encore une fois, où ces personnes-là cherchent un rattachement quelque part, de façon à trouver toujours des valeurs positives. Du reste, j'ai consulté l'une de vos revues, et effectivement, il y a toujours une mise en avant de solutions positives, parce que par 36 000 combinaisons, on peut interpréter, etc. Pascal de Clermont, alors... Je le rappelle, même si on vous a vu au début de l'émission. Alors, vous allez nous montrer qu'on peut effectivement manipuler comme ça un petit peu les nombres de manière assez étonnante et d'y trouver des choses assez magiques. Je vous laisse œuvrer, puis on en parle juste après. D'accord. Au-delà de trouver quelque chose de magique, on sait que la numérologie est censée définir le présent et le futur. Et ce qui est très intéressant en parlant du futur, c'est lorsque j'ai préparé cette expérience pour l'émission, j'ai eu une sorte de flash. Mais on en reviendra après. Et ce flash, je l'ai rédigé donc il y a une semaine. Et je vous l'avais donné. Voilà, je l'ai là. J'ai une enveloppe juste à côté de moi. J'ai une enveloppe qu'on a fermée et vous m'avez donnée. Qui était bien faite il y a fort longtemps. Puisqu'on va travailler avec des nombres, on va travailler avec vous, Antoine. On a toute une série de nombres, là en gros de 1 à 20. Vous allez en choisir un, celui que vous voulez. 13. 13. Bon, alors 13... On vous reconnaît bien là. Là. Exactement, là on pourrait analyser comme quoi que le 13 c'est à la fois la provocation, la scène, mais aussi on fait 3 et un 4, ça fait l'esprit rationnel et cartésien de la personne qu'on a en face assis à côté de soi. Mais à la fois le 1 et le 3 amènent à montrer une personne qui n'est pas que cartésienne, mais qui à la fois a une certaine ouverture. Vous en choisissez un autre. Oui, 8. 8. Alors là, 8, on est très bien parce que 8, on est dans le chiffre de l'équilibre, à nouveau le double de 4. Allez-y, vous continuez. 15. 15, par excellence, ce chiffre de la bête. 5 à 6, ce chiffre de complétude, avec une personne qui va s'intéresser à justement beaucoup de choses, avoir beaucoup d'étapes dans sa vie. C'est comme ça que vous définirez le nombre 16. Et ensuite 2.
Je présume que vous êtes aussi rapide que moi pour faire les calculs. On va tout additionner puisqu'on fait de la numérologie. On a le 2 plus le 8 qui nous fait 10, plus le 13 qui fait 23, plus le 15 qui fait 38. Qui nous fait 38. Ce qui est très intéressant, c'est que par cette combinaison de chiffres que vous avez eus, qui sont censés définir un petit peu votre caractéristique du présent, lorsque j'ai travaillé à ça, je vous dis, j'ai eu un petit flash. Et ce flash, je l'ai inscrit il y a une semaine. Et j'aimerais que vous le lisiez. Bon, rappelez-vous le total de vos chiffres, hein, 38. 38 le total. Stéphane, ouvrez cette prédiction. Voilà, il y a une semaine, j'ai eu un flash, il y avait un homme à côté de moi, il était grand, brun, etc. Il me donnait 4 chiffres, le total de ces nombres était son nombre de chances pour l'année, c'était 38. Pour conclure, hein, pour essayer d'un petit peu mieux comprendre... Il m'a bluffé, là. Donc les chiffres, le fait d'essayer de les interpréter, de leur donner comme ça une signification. Oui, bon, effectivement, ce sont des tentatives d'interprétation, mais je veux dire, encore une fois, ça n'a absolument aucun poids réellement scientifique. Je veux dire, ça ne représente pas scientifiquement réellement. Mais c'est quand même une science humaine. Voilà. Et vous avez l'impression que c'est une science exacte? C'est pas une science exacte, mais c'est une science humaine. Il faut on peut l'utiliser dans beaucoup de cas. Plaît, ne parlez pas de science. Je veux dire, n'utilisez pas ce terme. Et pourtant, c'est la science des nombres. Non, c'est la science des cycles, des vibrations, des symboles. Non, c'est l'utilisation des chiffres, des nombres, mais ce n'est pas la science des nombres. Il y a autre chose comme science des nombres. Pascal de Clermont, merci. Emeline Taylor, merci de nous avoir un petit peu éclairé sur la numérologie. Merci de m'avoir invité. La chance et la malchance, on en a tous un jour ou l'autre dans notre vie. Mais certaines personnes accumulent tellement les problèmes ou les drames qu'ils en viennent à croire qu'ils sont prédestinés à être malchanceux. D'autres pensent même que la malchance peut se transmettre de génération en génération. Faut-il croire aux familles maudites et plus généralement aux malédictions? Un reportage de Benoît Bertrand-Cady. Nous sommes en Auvergne et plus précisément au Puy-en-Velay. Cet homme s'appelle Bernard Achério. Il est gérant de plusieurs salons de coiffure. Si Bernard connaît un certain succès dans les affaires, il a cependant une particularité dont il se serait bien passé. Il est victime, à titre personnel, de catastrophes en série. Nous allons aller vers le salon de coiffure où j'ai répertorié dans un rayon de 15 mètres au moins 5 sinistres où je ne suis pas responsable. Son salon de coiffure, le voilà. Écoutez bien le témoignage de Bernard, les faits paraissent à peine croyables. C'est ici que j'ai une voiture qui s'est enflammée. On est venu me prévenir à l'intérieur du magasin. Je venais de la déposer il y avait quelques minutes seulement. Ça a brûlé comme ça, je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'étincelles ni rien. Cette voiture était en bon état, je l'ai fait entretenir assez souvent. Et ce n'est que le début. Quelques jours plus tard, les freins d'une voiture qui descendait cette même rue lâchent soudainement. C'est l'accident. Il y avait peut-être 15 voitures ici, elle a percuté la mienne, elle me l'a complètement écrabouillée. J'ai eu une cliente qui m'a prêté sa voiture, on est parti en vacances avec, mais en la ramenant, ce véhicule a été embouti sous le Porsche là-bas. Il y a une autre fois, il y a un camion qui montait avec des bouteilles d'acétylène et les bouteilles se sont complètement débridées du camion, tombées du plateau et ont écrabouillé la voiture. Là non plus, pas d'explication. Seule certitude, tous ces accidents ont eu lieu à proximité de son salon de coiffure. Mais ce n'est pas le seul endroit où le sort s'est abattu sur Bernard. À quelques kilomètres à peine, Bernard possède une maison où il a fait faire des travaux. Un accident aussi surprenant que les autres s'y est produit. Là, ici, il y a eu un très gros sinistre aussi. Si vous voulez, il y avait une bétonnière qui était garée là. Il y a une voiture qui a manqué le virage, qui est venue tout droit. Il a percuté la bétonnière, qui est tombée sur la voiture de ma voisine. Et une partie de la bétonnière était atterrir sur la porte. Et la porte est tombée sur la voiture. C'est une voiture qui était à l'intérieur. Une voiture qui était pratiquement neuve d'ailleurs. Et ça m'a fait d'énormes dégâts. Je crois que d'ailleurs, cette semaine-là, je devais avoir un autre sinistre. J'ai dû en avoir 3 dans la même semaine, il me semble. Des voitures qui quittent leur trajectoire sans raison, une cascade de circonstances catastrophiques et à chaque fois des années de procédures, de frais, de tracas divers. Difficile pour Bernard de comprendre comment de tels enchaînements ont pu se produire, d'autant que ces problèmes ne datent pas d'hier. J'ai eu, dès l'âge de 14-15 mois, une fracture du fémur. Il a fallu me reprendre à marcher. On m'avait interdit de faire du sport pendant un grand nombre d'années, alors que c'était une erreur médicale, c'était qu'un souffle anorganique. Ensuite, dès que j'ai voulu aller travailler, j'ai pris ma bicyclette pour chercher mon premier emploi. J'ai percuté un pylône, donc j'ai eu un truc assez important au crâne. En restaurant cette maison, je suis passé à travers du plancher, je suis tombé au rez-de-chaussée, je me suis fracturé le coccyx. Il y a plein de choses, si vous voulez, ça touche tous les domaines. Fractures multiples, accidents,
accidents, vols, dégâts matériels. Au total, Bernard collectionne plus de 150 mésaventures. Pour bien moins que cela, certains se croiraient vite poursuivis par une malédiction. Vous vous posez des questions, hein, et c'est incompréhensible. Alors certaines personnes sont-elles victimes de malédictions? Beaucoup sont prêts à le penser. D'ailleurs, certaines histoires encouragent fortement ce genre d'analyse. La plus connue d'entre elles est bien sûr celle de la famille Kennedy. En l'espace de 50 ans, 7 membres de cette célèbre famille ont péri de mort violente. Dallas, le 23 novembre 1963. Il est 12h30. Le président John Fitzgerald Kennedy est en campagne pour un nouveau mandat. Comme il fait soleil, il a lui-même demandé à ce que la capote par balle de sa limousine soit enlevée. La suite, vous la connaissez. JFK est assassiné, mais un mythe vient de naître, la malédiction des Kennedy. Une universitaire propose à ce drame une explication surprenante. Dans ses conférences, Anne Ancelin, docteur en psychologie, explique que certains drames peuvent toucher plusieurs générations. Une sorte de contagion qu'elle qualifie de transgénérationnelle. Le transgénérationnel, c'est ce qui traverse les générations de façon inconsciente. Ce sont les mémoires familiales et les souvenirs d'événements familiaux passés qui se répètent. Pour Anne Ancelin, l'histoire des Kennedy et leur sort tragique illustre bien ces liens inconscients. Car le président Kennedy n'a pas été la seule victime de cette prétendue malédiction. Cette saga prend naissance en effet bien avant l'assassinat de JFK. D'abord avec la disparition de son frère aîné Joseph, mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, avec Kathleen, sa sœur, qui décède 4 ans plus tard dans un accident d'avion. Puis c'est au tour de son frère Robert, assassiné dans un meeting électoral. Plus récemment, David Kennedy meurt d'une overdose. Et Michael Kennedy se tue en faisant du ski. Dernière tragédie en date, celle du fils de JFK, John Kennedy, mort avec sa femme dans un accident d'avion. Comment expliquer une telle série noire? Pour Anne Ancelin, une même réponse relie toutes ces morts à un seul événement. Il est certain que pour une famille aussi traditionnelle que les Kennedy, il n'était pas possible de ne pas savoir que le 23 novembre était la date de la mort de l'arrière-grand-père, mort, je crois, de façon violente en Irlande. Il serait intéressant. D'après Anne Ancelin, cette mort aurait donc entraîné dans son sillage, 100 ans plus tard, celle du président des États-Unis. Si on regarde dans les détails l'assassinat à Dallas, on s'aperçoit qu'on avait prévenu le président Kennedy qui risquerait d'être attaqué à Dallas. Il y est allé quand même. Il y est allé le jour anniversaire de la mort de l'arrière-grand-père. C'est-à-dire que pour moi, il a contribué à son assassinat en prenant des risques complémentaires. Autrement dit, certains d'entre nous seraient conditionnés par des traumatismes subis par leurs ancêtres plusieurs générations avant. Une thèse que beaucoup n'acceptent pas. Jean-Charles Pascal est psychiatre à l'hôpital Erasme. Pour lui, pas de mystère. L'histoire des Kennedy n'a rien d'une malédiction. La famille est immensément célèbre, immensément aimée et immensément haïe. Donc l'un va être tué à la guerre, ce qui est arrivé à des millions de gens. Les autres vont être assassinés politiquement dans un pays, effectivement, où il y a une certaine violence politique. C'est-à-dire qu'il y a eu, on peut dire, chez les Kennedy, une exposition donc à la tragédie. Alors, sur toute cette théorie, elle s'appuie sur des éléments intéressants. Où les choses commencent à poser problème, c'est quand elles se systématisent. Et il arrive à la théorie transgénérationnelle, ce qui arrive à toutes les théories, quand les gens y croient trop. Une théorie, c'est fait pour servir à penser, ça ne dit jamais la vérité. Le malheur des Kennedy viendrait donc sans doute d'un goût familial pour le danger, une tendance à prendre des risques personnels et professionnels. Mais dans le cas des Kennedy, comme dans celui de Bernard Acherio, une telle explication suffit-elle à expliquer l'acharnement du sort?
Bernard Acherio, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous a vu dans le reportage, hein, vous avez accumulé tout au long de votre vie une succession spectaculaire de pépins, plus ou moins graves, parfois quand même relativement sérieux. 150, c'est ça ? 157, peut-être 165 aujourd'hui. Hein. Ah, vous les comptez plus précisément? Non, en fait. 157, c'était à la date de mon livre, lorsque j'ai publié mon livre en 1996. Et depuis, il y en a eu quelques autres de plus? Il y en a eu quelques-uns qui se sont rajoutés, mais à une cadence un peu moins infernale, disons. Il y a eu aussi et surtout, j'allais dire, des pépins corporels. Vous avez eu beaucoup de fractures, par exemple? Oui, tout à fait. Un des accidents les plus graves était sur une piste de ski où j'étais à l'arrêt. Et il y avait peut-être 30 personnes. Et j'ai été percuté par une jeune fille qui a perdu le contrôle de ses skis. Et là, j'ai eu 7 mois d'arrêt de travail. J'ai eu 105 séances de kinésithérapie, puisque j'ai eu une fracture du condyle du fémur, entorse du genou et fracture du plateau tibial, dans le même accident, dans le même sinistre. Et donc, au total, vous comptabilisez combien de fractures sur... vous êtes... J'ai eu 20, 22, mais bon, il y a eu des fractures de sport, donc je les exclus. Ça, ce sont les risques du rugby, de la pratique. Est-ce que vous avez l'impression de payer quelque chose, ou est-ce que c'est le hasard? Pour moi, c'est le hasard. Je ne pense pas que je paye quelque chose. Je mène ma vie, si vous voulez, tout à fait normalement. Je m'investis beaucoup, je me déplace beaucoup. C'est vrai que si j'étais chez moi, tranquille, peut-être... Vous êtes un homme à risque. Ah, c'est sûr que je fais beaucoup de choses, hein, mais ce qu'il y a, ça me touche que dans ma vie privée, jamais dans ma vie professionnelle. Est-ce que cette succession de malheurs, petits et grands, vous a transformé en personnage un peu superstitieux? Vous vous méfiez des coïncidences malheureuses? J'ai toujours été superstitieux. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous dire, sans le vouloir, on m'a attribué une place numéro 13. Dans le train. Donc, dans le train. Donc, je n'ai pas voulu, je dis au contrôleur, surtout pas, je ne veux pas être à cette place, je veux me déplacer. C'est vrai, si je passe sous une échelle, je fais tout de suite une marche arrière, je reviens en arrière pour effacer, si vous voulez, en quelque sorte. Mais ça ne vous a pas été très utile puisque vous avez accumulé les problèmes. Oui, mais peut-être ce serait pire. Hein. Peut-être. C'est ce que je me dis. Antoine Bagadi, quelqu'un comme Bernard Acherio, qui accumule quand même de manière spectaculaire plus de 150 pépins, est-ce que ça ne trouble pas votre esprit rationnel? Moi, si je me réfère un petit peu à ce que j'ai vu dans le reportage, vous vous situez dans un virage, vous vous situez dans une pente. Effectivement, déjà, ça peut favoriser... Une maison dans un virage, forcément, près d'une nationale. Voilà. Effectivement, ça peut favoriser... comme disait monsieur, il a été sportif, il a vécu, manifestement, vous bougez beaucoup. Nous sommes dans des circonstances à risque, ni plus ni moins. Et je pense que ça s'arrête à cela. Alors, Anne Ancelin, Berger, bonsoir. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous avez une théorie étrange. Vous l'avez d'ailleurs écrit dans un livre, alors je vais le présenter, Aïe mes aïeux. Vous êtes psychothérapeute au départ, et alors vous pensez... Je suis aussi professeur d'université, ayant fait beaucoup de statistiques. Voilà, vous êtes beaucoup penché sur la question, et vous pensez, on paye quelque chose qui est arrivé à nos aïeux dans le passé. Pas tout à fait. Allez-y. Je pense que les morts tragiques et les histoires tragiques dont on n'a pas parlé, dont on n'a pas fait le deuil, continuent à nous travailler dans notre inconscient et travaillent nos enfants et petits-enfants dans leur inconscient, et on se met inconsciemment en danger. Par exemple, pour reprendre le cas du président Kennedy, le jour anniversaire de la mort du père de son grand-père, au cours d'une campagne électorale dans une ville difficile, il choisit de ne pas mettre le toit couvrant protecteur de sa voiture. Permettez-moi, être président de la République, être sénateur, c'est une profession à risque de se faire assassiner. L'histoire nous l'a prouvé, et malheureusement nous le prouvera encore. Je veux dire, c'est une famille qui est soumise au risque de la vie de tous les jours, ni plus ni moins. Je crois, monsieur, que vous aplatissez la réalité. Je n'aplatis pas la réalité, je réalise la réalité. Or, vous faites une association entre l'anniversaire du grand-père, etc. Et ce jour-là, s'il n'avait pas mis son cabriolet, rabattu sa capote, alors il ne serait pas mort. Vous prouvez quoi? Rien du tout. Je ne comprends pas. Je trouve que monsieur a été très, très pragmatique et il a dit, effectivement, c'est lié au hasard, aux circonstances de ma vie, point. Mais je veux dire, on peut spéculer comme ça, ad vitam aeternam, et se dire, mettre en relation telle ou telle situation, telle ou telle circonstance qui se sont passées ou qui se déroulent, et puis en déduire un tas de choses, effectivement. Bon,
En tous les cas, Anne Ancelin, merci. C'est un avis qui se respecte. Bernard Chariot, merci également de nous avoir fait part de vos expériences. Antoine Bagadi, merci d'avoir participé tout au long de l'émission et nous avoir donné l'avis de la science, rationnelle, sur l'ensemble des thèmes qu'on a abordés ce soir. Voilà, ce 4e numéro de Normal Paranormal est maintenant terminé. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier pour l'abondant courrier que nous recevons après chaque émission. Pardon si nous répondons avec un peu de retard, mais il faut le temps de tout lire. En tous les cas, n'hésitez jamais à nous faire part de vos impressions, de vos commentaires ou de vos expériences. C'est toujours très intéressant. Et puis on se retrouve bien sûr très prochainement pour un nouveau numéro de Normal Paranormal. Au revoir et à bientôt sur M6. Normal Paranormal continue sur m6.fr.